Bonjour à tous, bienvenue sur AI Advantage. Aujourd'hui, je suis avec Laodis Ménard et on va parler des impacts à court et moyen terme de l'intelligence artificielle. Comment tu vas, Laodis? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, qui t'es, ton parcours et comment t'es arrivé à travailler dans l'intelligence artificielle? Yes. Alors écoute, moi je suis franco-américain. J'ai grandi dans le sud de la France. J'ai fait des études tout à fait standards, école de commerce. À la sortie de ça, j'ai eu de la chance. Je suis rentré dans une toute petite start-up qui s'appelait Tids, qui était fondée par un certain Loïc Soubéran, qui aujourd'hui a fondé Swile notamment. Et en fait, je suis arrivé, on était 4. On est parti en hypercroissance assez vite. Quand je suis parti 3 ans plus tard, on était 400. Là-bas, j'ai rencontré un ingénieur qui s'appelait Brivael, qui est devenu mon associé donc dans toutes les boîtes que j'ai créées, y compris celle d'aujourd'hui. En 2016, on a créé une première boîte dans le gaming qu'on a plantée assez vite. C'est vraiment l'histoire de le classique de la première boîte. Tu lèves des fonds, tu fais 1 an et demi et tu te prends le mur. Mais à l'époque, en fait, on est arrivé sur le marché en même temps que Discord, qui a un peu pris le marché du gaming et en tout cas tout le social gaming, ce qu'on faisait, qui a tout emporté avec lui. Ensuite, j'ai eu plusieurs vies pendant quelques années. J'ai tradé de la crypto pendant un moment. J'ai écrit un roman de science-fiction que j'ai pas encore publié, mais que je vais essayer de publier cette année. Et sur lequel d'ailleurs je me suis beaucoup posé les questions de questions sur l'IA. Et c'est en fait c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. Donc aujourd'hui, ce qui se passe m'intéresse au titre de l'aspect, on va dire entrepreneurial, mais aussi de l'aspect plus sociologique, technologique, qu'est-ce que ça implique en fait pour même des questions de sens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis dans ce domaine aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai passé 2 ans à bosser dans un startup studio qui s'appelle Pareto, avec notamment Mathieu Stéphanie, que tu connais peut-être, qui a fait le podcast Génération Do It Yourself. Ouais. Et en fait, l'année dernière, on a recommencé à bosser ensemble avec Brivael, mon associé. Et à la base, on bossait sur un projet qui avait rien à voir. L'idée, c'était de faire un outil de knowledge management. On appelait ça Snippets. Et l'idée, c'était d'avoir un peu tout ce que tu as comme connaissance sur Internet sur la même plateforme. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, on a commencé à voir GPT-3 arriver, notamment. On a trouvé ça super puissant. Alors à l'époque, il y avait même pas de chat GPT. Il fallait vraiment aller sur une plateforme spéciale pour pouvoir tester GPT-3. Mais nous, on s'en servait déjà pour résumer les articles que tu sauvegardais, pour t'aider à écrire, pour t'aider à reformuler des choses, partager des tweets, des choses comme ça. Et en fait, à la fin de l'année, en novembre, on a vu passer les premières IA d'images qui sont arrivées, notamment avec l'arrivée de Dali. Mm. Et on s'est dit, alors j'ai envoyé un texto, j'en ai écrit un article d'ailleurs, à mon associé en lui disant, je pense qu'il va y avoir un marché sur les avatars. Tu vois, un service qui te fait qui prend des photos de toi et qui te transforme dans plein de contextes différents. Et 2 semaines plus tard, il y a alors un entrepreneur, solopreneur assez connu sur Twitter qui s'appelle Levels.io, qui a lancé une des premières apps d'avatar du coup, basée sur ce système-là. Et qui très vite, je crois, a dépassé 100 000 euros. Je crois en 4-5 jours, il a dépassé 100 000 dollars de cash là-dessus. C'est quoi le nom de la boîte? Alors lui, ça s'appelait C'est Lanza, il a lancé Lanza ou non, Lensa, en fait, Lensa, c'est une app qui était déjà très populaire pour des filtres photos et des choses comme ça sur l'App Ok. Store, et qui évidemment, alors nous on le savait depuis le début, hein, de toute façon. Donc nous en fait on a lancé 1 semaine après Levels.io une app de pareil d'avatar. On savait immédiatement que c'était un cash grab short term, parce que on se doutait que les players qui allaient gagner ce game là, ça allait être des boîtes ou des startups qui avaient déjà une grosse audience sur le sujet de la photo. Si tu as une app qui te permet de faire des filtres, je veux dire une connerie, des filtres Insta, et que tu as 10 millions d'users, Mm. leur pusher la feature avatar qui se fait en 1 semaine en fait, et la vendre 5 balles, c'est très très facile à faire. Donc même pour des questions de coût, c'était très facile pour eux d'avoir ce type de résultat. Et donc du coup, on a bossé pendant 1 semaine. On s'est fait une sorte de hackathon sur le sujet, pour essayer notamment de comprendre comment marchaient les IA d'images. Et c'est là qu'en fait qu'on s'est rendu compte, ce qui m'amène à pourquoi je fais ma boîte aujourd'hui qui s'appelle Argile. Mais on s'est rendu compte que euh, en gros, si tu vas sur Midjourney ou sur n'importe quelle app d'image, ou même si tu vas sur GPT-4 ou ChatGPT de texte, euh, l'IA a scrappé un peu tout ce qu'il y avait sur Internet, mais elle ne connaît pas ton contexte personnel. Elle n'est pas capable de savoir qui tu es. Alors, une IA d'image va savoir qui est Beyoncé ou Elon Musk, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images sur Internet qui sont taguées avec leur nom. Mais par contre, pour des cas plus spécifiques, si je sais pas, si tu vends des fringues dans le retail, si tu fais des choses comme ça, les IA qui ont été entraînées ne connaissent pas ton cas spécifique. Donc, il faut faire ce qui s'appelle, en fait, exactement la même chose que nous on a fait
pour les photos quand on sortait des avatars de toi, c'est réentraîner l'IA sur un certain nombre de photos en lui expliquant ça, c'est un nouveau concept que je vais t'apprendre. Et ça s'appelle le fine-tuning. Ça, c'est très difficile à faire aujourd'hui si t'es pas une personne technique. Ça nous a pris une dizaine de jours à 2 à faire jour et nuit, juste pour avoir un système qui marchait et qui transformait des photos en des avatars qu'on pouvait ensuite livrer à des clients. Et donc du coup, on s'est rendu compte que non seulement c'était difficile à faire, aujourd'hui il y a que les gens techniques qui arrivent à le faire, mais aussi sans doute dans le futur, ça serait là qu'il y aurait vraiment du potentiel. Euh, pour la simple et bonne raison que voilà, si tu es un retailer et que tu vends des fringues par exemple, et que tu veux générer des images ou des pubs sur tes fringues, tu peux pas le demander à Midjourney, tu peux pas le demander à Dali. Tu es obligé d'avoir un endroit où tu vas upload des photos de ta fringue, de tes chaussures, de ta veste, peu importe, et ensuite pouvoir les contextualiser et en générer des images. De la même manière, si tu veux générer par exemple des emails ou tu veux écrire un livre dans ton style et que t'es pas un auteur célèbre que GPT-4 connaîtrait, ben, il faut à un moment donné, de la même manière, lui donner un corpus de texte et lui dire ça c'est mon style, le style par exemple de Laudis. À partir de là, je veux que tu me génères des choses dans mon style. Donc en fait, on s'est mis en tête depuis, alors ça fait maintenant 3 mois qu'on bosse dessus, de créer une plateforme sur laquelle ça serait très simple, en no-code, pour à peu près n'importe qui, développeur, non développeur, d'entraîner leur cas d'usage de texte et d'image, donc d'image en uploadant des photos, de texte en uploadant du texte contextuel, et ensuite d'en faire des workflows. Alors c'est pour ça qu'on se pitch un peu comme le Zapier de l'IA, parce que une fois que tu fais ça, typiquement si tu fais une app d'avatar, tu vas avoir envie de chaîner un certain nombre de briques. La première, ça serait upload tes images, la seconde, ça serait entraîner tes images, la troisième, ça serait générer 10 avatars sur le thème médiéval, puis générer 10 avatars sur le thème astronaute, etc. Et tout ça, en fait, c'est des briques qu'on peut chaîner assez facilement. Et en fait, il y a plein d'enjeux qui sont pas des enjeux directement liés à l'IA, mais par exemple, alors il y a une chose que les gens, qui est très difficile à expliquer aux gens en fait la première fois, mais si tu me donnes 15 excellentes photos de toi et que je les entraîne, je vais avoir des meilleurs résultats que si tu me donnes 20 photos de toi avec ces 15 de base dont j'ai parlé et 5 photos avec une qualité moyenne où tu es mal éclairé, où tu fais une tête bizarre, où tu es dans une position bizarre. Parce que du coup, tu peux vraiment polluer un dataset. Mm. Et c'est valable pour le texte et l'image. Et en fait, ces enjeux-là de dataset cleaning sont pas directement liés à l'IA, mais par contre, ça fait partie des features que nous, on peut apporter en disant, voilà, si tu veux avoir les meilleurs résultats, ben, nous, on va trier automatiquement les photos qui vont bien performer et celles qui vont mal performer. Donc voilà, Ouais. aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on bosse là-dessus. Donc, du coup, ça va trier, admettons, j'envoie 50 photos pour traîner un modèle. Ça va en sélectionner 25 qui seront les plus performantes pour avoir le meilleur résultat, c'est ça? Ouais, par exemple. Alors ça, c'est une feature qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on sortira dans le futur. Mais en tout cas, c'est, Ok, excellent. disons qu'il y a plusieurs aspects. Tu as un aspect vraiment donc dataset où il y a plein de choses que tu peux faire, de cleaning. Il y a une autre chose qu'on s'est rendu compte typiquement, c'est ce qu'on appelle le captioning. Donc en fait, c'est un milieu où c'est tellement récent qu'il y a beaucoup de R&D, donc on découvre même nous des choses toutes les semaines. Et le captioning, c'est assez simple, c'est que au moment où tu donnes des images à l'IA, il y a une partie du contexte qui est le titre de l'image. Quand on faisait nos avatars en novembre, on se posait pas trop la question là-dessus. Donc en fait, tu uploadais 20 photos qui s'appelaient P0042.jpg. Et en fait, on s'est rendu compte que si on nommait le fichier avec des mots-clés de ce qui se passait dans le fichier, c'est-à-dire si on décrivait ce qui se passait dans le fichier de la même manière qu'on aurait tapé ça dans l'interface pour sortir ce résultat-là, les résultats étaient beaucoup mieux. Donc typiquement, si tu veux faire des icônes, par exemple, et que tu uploads 200 icônes dans un style particulier, nous on a testé ça avec Undraw notamment, qui est une grosse banque d'icônes. Euh, Entre la version où tu vas juste upload les icônes comme telles et celle où en fait tu vas aller nommer chaque icône en disant ça c'est une fleur, ça c'est une personne qui tient un téléphone, etc. Les résultats sont nettement meilleurs dans le deuxième cas parce que tu leur apprends des concepts. Donc tout ça en fait c'est des choses sur lesquelles si tu pars de zéro aujourd'hui, que tu es un marketeur, un retailer, un product manager et que tu veux te lancer dans l'IA, tu as une vraie courbe d'apprentissage là-dessus. Ça va te prendre des semaines de comprendre non seulement ce qu'il faut que tu mettes dans le dataset, comment l'entraîner, comment faire les aspects techniques pour le faire. Une fois que tu es dans la plateforme, comment générer des résultats intéressants. Et une fois que tu as tes résultats intéressants, comment les comparer, les outputs quelque part. Et voilà. Donc nous, c'est sur tout ce flow-là en fait qu'on veut intervenir en disant, bah, c'est quelqu'un qui connaît rien à l'IA. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, il y a peut-être 1% des gens qui ont vraiment le nez dans le guidon comme nous, qui utilisons ce genre d'outils. Mais demain, les 99% vont vouloir s'en servir. Bah, viens sur notre plateforme et en quelques clics, tu vas non seulement pouvoir très facilement uploader des choses et surtout arriver à des résultats très très vite. C'est une de nos obsessions typiquement.
Il y a un ami qui m'a dit un truc qui m'a marqué l'autre jour, c'est parce que lui, il a voulu essayer Midjourney justement, et il m'a dit: «Ouais, mais en fait, personne veut apprendre à prompter. Moi, j'ai pas envie d'apprendre à prompter. J'ai pas envie de passer 4 heures à essayer de savoir si je dois mettre volumetric lighting ou three point lighting et les modèles d'appareils photo que je peux mettre pour avoir, tu vois, une profondeur d'image particulière». Et c'est pour ça que nous, on a fait un studio aujourd'hui, une interface qui est hyper simple où en fait, tu vas juste dire: «OK, moi, je vais prendre le modèle, par exemple Charles, je vais faire de la photographie», et là, tu as déjà toutes les catégories et tous les keywords un peu que tu peux mettre pour avoir des résultats, et tu vas juste cocher, OK, sa position, est-ce qu'il sourit ou pas, ses cheveux, comment il va être habillé, et cetera, générer, et ça va te sortir des résultats très simples. Donc en fait, on veut même enlever la partie courbe d'apprentissage dans le prompting, et c'est quelque chose qu'on va aussi vouloir faire dans le texte dans le futur, notamment par des systèmes de templates, parce qu'on croit dur comme fer que, en fait, voilà, aujourd'hui, c'est une petite communauté, l'IA, et avoir des gens qui créent des templates pour d'autres gens qui pourront tester. Alors pour le texte, ça se fait beaucoup, mais pour l'image, il y a personne, en fait, en réalité, aujourd'hui, qui a sorti des vrais systèmes de templates. Nous, ça va être très facile de dire: «Écoute, avec ces 10 prompts, tu vas avoir des résultats sympas sur une personne, sur le thème astronaute», par exemple. Donc du coup, je vais l'appliquer à moi, mais en 2 clics, je vais l'appliquer à toi ou à n'importe qui. Donc voilà, c'est vraiment sur tous ces aspects-là qu'il y a beaucoup de choses à faire. On est vraiment à l'aube du nouvel ère, et en fait, on est à la préhistoire sur les interfaces. Ça résonne un peu avec une grande partie des recherches, on va dire, que j'avais fait avec l'API de ChatGPT, où d'ailleurs je vais sortir un contenu sur LinkedIn là-dessus, où en fait je trouve que l'API de ChatGPT pour fine-tuner un peu un modèle à la mano, c'est un peu la meilleure option. Et là où je veux dire où c'est assez proche de ce que tu disais, c'était de dire à l'image, donc de mettre le texte et l'image pour lui faire comprendre des concepts via le texte. Elle comprenait quelles étaient les images. Et en fait, pour disons à moitié fine-tuner un modèle avec l'API de ChatGPT, ce que je faisais, c'est par exemple si je veux écrire un post LinkedIn dans le style d'une personne, je vais lui dire écris un post LinkedIn sur X sujet, et je vais lui mettre le post de la personne, et je vais répéter ça donc plusieurs fois. Il y a quand même certaines choses bonnes pratiques à faire, comme par exemple la structure du post. Si tu mets 3 posts qui ont 3 structures totalement différentes, et ben en fait tu vas créer de la confusion, et du coup la sorcière en fait il va pas vraiment prendre en compte les exemples que tu as donnés. Aussi, autre technique que j'ai trouvé, c'est lui dire que le résultat est bien. Donc dans la conversation, tu vas lui dire écris un post sur X sujet, tu lui mets le post, et là, en fait, dans ta deuxième partie, tu vas dire, OK, ce post est vraiment génial. Comme ça, en fait, j'ai remarqué qu'il prenait plus en compte le style du post. Et franchement, j'ai eu des super bons résultats ouais, tu mets entre 3 et 5 posts, et franchement, ça te copie-colle le style d'une personne assez précisément. C'est assez impressionnant, là. Ouais, c'est un peu ça qu'on va essayer de faire, tu vois, de manière ultra simple, et sans prise de tête. Mais du coup, avec un système qui va aussi te dire, comme dans ton premier cas, là, effectivement, tu vois, tes postes sont asymétriques. Mm. Peut-être que si on supprime celui-là et celui-là, tu auras des meilleurs résultats, quoi. Ouais, c'est génial. Et du coup, c'était quoi ton premier contact avec l'IA? Enfin, je veux dire, à quel moment t'as commencé à t'y intéresser? C'était quoi un peu ton aha moment sur ce sujet-là? À quel moment tu t'es dit, waouh, c'est vraiment quelque chose qui va changer le monde? Parce que j'ai l'impression que, personnellement, moi, je l'ai eu il y a à peu près un an, où dans la boîte où je travaillais avant, mon patron m'a montré Jasper.ai. Et justement, on était tous les deux vachement intéressés sur le SEO, tout ça. Et il me dit, ouais, pour écrire des articles, j'utilise un truc. Tu lui dis d'écrire l'article, et puis il te fait le plan, machin. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Et il m'a montré Jasper.ai, et là, ça a été quand même un choc. Et j'avais déjà commencé à m'y intéresser un petit peu avant, mais j'avais pas le niveau que j'ai maintenant pour comprendre comment ça fonctionne, les logiques que tu peux faire. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont eu là avec ChatGPT, dans la mesure où ça a été la première couche de design qui a rendu cette technologie-là accessible à tout le monde. J'aime bien le terme mother friendly, c'est-à-dire que tu montres ChatGPT à ta mère, elle va comprendre l'intérêt, et elle va dire ah ok, ouais, c'est quand même impressionnant, je peux faire ça, je peux faire ça. Et et ça, je trouve ça assez impressionnant. Et du coup, toi, quel a été un peu ton aha moment par rapport à l'IA? Ouais. Alors, je vais juste revenir sur ce que tu as dit qui est mother friendly, parce que c'est ce qui fait pour moi, alors j'ai écrit dans ma dernière newsletter, que pour moi, et c'est une idée qui me trotte depuis décembre à peu près, que pour moi
le vrai Web 3, c'est l'IA, et c'est pas la blockchain. Parce que pour moi, même si la décentralisation et la blockchain sont des choses qui ont une valeur pour moi, qui ont un vrai intérêt, Mm. pour moi, ce qui détermine le Web 3, c'est l'adoption, avant tout. Il faut que le Web 3, il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui l'adoptent. Et du coup, j'avais cette idée assez claire qu'en fait, quand j'ai vu la stat, je crois que ChatGPT était de très loin le premier produit à arriver à 100 millions d'utilisateurs, et qu'il allait intégrer dans tous les navigateurs Bard, enfin de Google, de Bing, etc. Je me suis dit, OK, on va avoir demain un internet conversationnel. Tu vas pouvoir parler à ton navigateur, tu vas pouvoir parler à Spotify pour lui demander les playlists que tu veux selon ton humeur, etc. Et là, donc, on a non seulement une rupture technologique, mais on a aussi ce truc-là un peu mother friendly, où en fait, ouais, moi pareil, hein, j'ai montré ChatGPT à mes deux parents, et les deux, ils s'en servent en fait assez régulièrement. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, parce qu'avant de leur faire installer un wallet MetaMask pour mettre des cryptos, bon courage. Par contre, tu vois, les mettre sur ChatGPT et lui dire parle-lui, pose-lui des questions. D'autant plus que mon père était, alors il est retraité maintenant, mais il était traducteur toute sa vie. Euh, Ouais. il- En fait, c'est là où on se rend compte quand même de l'écart entre les gens comme nous qui bossons là-dedans et qui voyons des papiers dingues toutes les semaines. Ouais. Mais lui, par exemple, il me disait, avant de le tester, je lui disais, bah, je pense que ça va avoir un vrai impact sur des métiers comme celui de la traduction. Il m'a dit, écoute, je vais le tester, mais bon, je pense peut-être effectivement sur la traduction, ça sera pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrivera jamais à détecter les fautes qu'il y a dans le texte original et tu vois à prendre des choses là-dessus. Je lui dis bah en fait c'est précisément ce à quoi il excelle, Ouais. GPT-4. Et je lui ai montré un exemple où j'ai pris un paragraphe où j'ai mélangé les lettres de tous les mots et je lui ai dit bah, démélange-moi les lettres de tous les mots et en une seconde il m'a sorti le paragraphe parfaitement comme il était. Et ça l'a vraiment impressionné parce qu'il s'est dit ah oui merde même parce que lui il pensait que les traducteurs auraient encore un edge si tu veux Ouais. sur l'aspect au moins nous on va comprendre ce que ça raconte avant de le Mm. traduire alors on va pas faire et même là-dessus du coup ils sont battus. Bref ça c'était la parenthèse sur le mother friendly. Écoute moi la première fois que j'ai vraiment interagi avec l'IA c'était euh, alors en mars dernier on commençait à s'en servir pour résumer les articles sur notre projet sur lequel on bossait l'année dernière qui s'appelait Snippets. Enfin alors c'était mon associé qui m'avait dit tiens regarde va sur le playground d'OpenAI. Tu sais aujourd'hui on peut faire plein de trucs, paste un article et regarde s'il peut te le résumer en 3 phrases. Et en fait oui je me suis rendu compte que c'était hyper accurate, qu'il me résumait les points très importants parce que j'avais vu des démos il y a quelques années, mais grosso modo il loupait complètement le point de l'article. Et là il était capable de non seulement le résumer, et puis je pouvais lui poser des questions, et il pouvait clarifier les choses, etc. Ce que je trouvais assez dingue, parce que pour moi, c'était une nouvelle frontière. Et quelques jours ou quelques semaines après, j'ai rencontré quelqu'un qui va bosser pour moi d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, un étudiant qui m'a dit ah ouais, mais moi en fait, toutes mes fiches de révision, je les ai faites avec ChatGPT, et j'apprends vachement mieux avec. Enfin, alors c'était pas ChatGPT à l'époque, pardon, GPT-3. Il m'a dit j'ai tout fait avec GPT-3 sur le playground, et j'apprends vachement mieux avec GPT-3 que avec la plupart de mes profs. Et là, j'ai eu un petit, ouais, effectivement, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, alors non seulement le truc est hyper fort pour comprendre les articles et comprendre le contexte, je peux lui poser des questions, mais là j'ai un étudiant qui est en train de me dire que c'est meilleur que ses propres profs. Alors je crois qu'il est à l'ESCP, enfin il est une grande école, que ses propres profs à lui expliquer des concepts et qu'il a fait ses fiches de révision avec ça. Et du coup, je me suis dit ah oui d'accord, on entre quand même dans une nouvelle ère de l'IA. Donc ça c'est la première. Et la seconde, alors en fait c'est assez dingue depuis quelques semaines, c'est que ouais, je pense que le second, le vrai aha moment, ça a quand même été la démo de GPT-4 quand la personne a pris une photo d'un croquis sur une table où il avait mis ceci est un site web sur, alors je sais plus ce que c'est, des plantes. Mets-moi une phrase marketing pour vendre des plantes, un sous-titre marketing, un bouton, une image sympa de plante, etc. Et qu'il a filé ça à GPT-4 et que GPT-4 lui a dev un site live avec des phrases générées, une image générée, etc. Là, je me suis vraiment dit, ok, donc là, on est sur quelque chose qui, alors ok, c'est la version préhistorique et archaïque du truc, et encore, ça a beaucoup progressé depuis 6 mois, mais là, on est sur quelque chose qui est, enfin, on parle de millions ou de dizaines de millions de gens qui ont des jobs qui gravitent autour de euh, créer des images, faire les phrases marketing et du copywriting d'un site, dev le site en question, l'intégrer, et que tout ce process-là prend en général quelques semaines si tu veux faire un site un peu sympa. Et là, tu es en train de me dire qu'une version future de l'IA va pouvoir faire ça mieux que tous ces gens-là dans l'équation en 10 secondes. Mm. Et c'est là où, en fait,
l'année dernière en mars, j'étais plus impressionné par l'aspect waouh, fun, ça va être fun. On va pouvoir s'en servir pour plein de trucs. Là, il y a quelques semaines, alors je crois que c'est il y a 2 semaines que GPT-4 est sorti, je me suis dit: «Ah». 14 mars, 15 mars, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Je me suis dit: «Ah, heu, là, on n'est plus dans le ça va être fun, on est dans le, ça va tout changer et très vite». Un aspect, économique, sociologique. Alors d'ailleurs, il y a la news est sortie hier, donc je voulais creuser ce matin, j'ai pas eu le temps. Bloomberg a sorti leur modèle financier qui apparemment est entraîné sur beaucoup de data financière. Je pense que ça va être complètement dingue. Même sur les questions de trading, sur les aspects macroéconomiques, microéconomiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être assez dingues. Je pense qu'on n'est pas si loin d'avoir Bercy qui demande des conseils à ChatGPT pour gérer les économies d'un pays comme la France. Donc voilà, j'ai eu 2 moments. J'ai eu le premier moment où je me suis dit: «Ah, ça va être fun» et le deuxième moment où je me suis dit: «Ouh là, en fait, on est en train vraiment d'entrer dans une nouvelle ère de l'espèce humaine, quoi». Et en fait, à chaque fois, mon point de référence, il est plus loin. C'est-à-dire que quand j'ai testé GPT-3, je me suis dit: «Waouh, c'est le truc le plus dingue que j'ai vu depuis que j'ai un iPhone». En testant GPT-4, je me suis dit: «Waouh, c'est peut-être le truc le plus dingue depuis la naissance de l'ordinateur». Et peut-être que GPT-5, on se dira: «Ah ouais, c'est peut-être le truc le plus dingue depuis qu'on a marché sur la Lune ou depuis la roue, quoi». Donc, voilà, il y a deux aha moments pour moi. Ok. Et moi, c'est un peu une question que je me pose. Comment, d'un point de vue produit et entrepreneurial, tu comptes t'adapter, du coup, par exemple, à GPT-5? Je vais te donner, moi, ma réflexion là-dessus, pourquoi je te pose cette question-là. En fait, du coup, moi, ma première idée, c'était de faire une app de prompt tuning, c'est-à-dire que tu peux tuner tes prompts, faire des loops sur des mots pour voir en fait quel est le meilleur mot qui va faire la meilleure sortie sur ton prompt. Soit vraiment un outil technique pour réussir à créer les meilleurs prompts et également grâce à ces prompts ultra précis mettre des variables et mettre des séquences pour par exemple tu veux faire une logique pour écrire un article, ça te sort l'article avec tes prompts et en fait des bases de données qui vont te permettre de donner du contexte dans les templates de prompts. Et en fait, il y a eu la sortie donc de l'API de ChatGPT et je me suis dit, en fait, le modèle conversationnel est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus facile et je me suis dit d'un point de vue user, il y a personne qui va vouloir passer, par exemple comme moi, genre une journée ou deux à tuner ton prompt, à faire ton automatisation en 10 étapes qui va récupérer des données, machin, à faire l'architecture de tout ce truc-là pour vraiment synthétiser un raisonnement. Et du coup, tu as eu ce chatbot et moi, ma vision, c'est qu'en fait le chatbot de ChatGPT va se transformer en assistant et même en employé, c'est-à-dire que je pense qu'il va devenir autonome pour faire des tâches. Et du coup, comment tu réfléchis à t'adapter justement à des versions, par exemple, de ChatGPT avec GPT-5 qui va être connecté justement à Internet, donc comme ce qui a été annoncé avec les plugins ou toutes ces choses-là qui vont en fait, au final, euh, je pense notamment à des boîtes comme Jasper ou des choses comme ça qui, je pense, dès que ChatGPT va être connecté à Internet, leur valeur intrinsèque, elle va baisser. Euh, Parce que du coup, l'utilisateur via ChatGPT pourra récupérer des informations sur Internet et l'IA sera beaucoup plus performante avec des prompts beaucoup plus simples. Ouais. Alors je vais te faire une réponse en plusieurs parties. Alors la première, c'est que déjà, aujourd'hui, pour moi, il y a une vraie ruée vers l'or. En fait, tous les gens qui sont entrepreneurs et assez brillants, sont en train de bosser sur l'IA d'une manière ou d'une autre quasiment. Et parce qu'en fait, ce qui est dingue avec l'IA, c'est qu'elle s'intègre à quasiment Tout, ouais. tous les domaines. C'est-à-dire que tu sois dans la santé ou que tu sois dans n'importe quel domaine, finalement, si tu veux monter une boîte aujourd'hui, il faut quasiment que tu repenses l'expérience avec de l'IA. Donc on va être sur un marché de start-up qui va être excessivement compétitif, hem et avec des immenses variables, qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que GPT-5, s'il est un tout petit peu mieux que GPT-4, il y a plein de scénarios possibles. S'il est 100 fois mieux que GPT-4, il y a plein d'autres scénarios possibles, mais qui pour une startup vont être complètement différents. Parce que du coup, en fait, il y a plein de questions sur,
il y a eu un débat entre Lex Fridman et Sam Altman dans le podcast. Je sais pas si tu l'as regardé, mais J'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. ils étaient en train de débattre de ce que c'est une AGI, donc une intelligence artificielle générale qui serait capable d'apprendre d'elle-même. Aucun des deux n'était catégorique que GPT-4 n'était pas déjà une AGI, parce qu'il y a plein de d'ailleurs petits papiers qui sont en train de voir le jour depuis quelques jours, où on se rend compte que selon le contexte et en fait la manière dont on pose les questions, etc., GPT-4 est capable de faire une autocritique incroyablement intelligente, est capable de progresser sur des sujets spécifiques comme les maths quand on lui donne des nouveaux corpus de data, même qui n'ont rien à voir avec le sujet en question, ce qui est assez dingue. Donc en fait, déjà, on est sur quelque chose qui est très transformatif et sur lesquels chaque variable peut changer énormément de choses. Pour moi, la sortie des plugins de GPT a tué plusieurs milliers de boîtes overnight. Je pense comme à une époque, quand Google sortait des updates à son algo, il y avait des centaines et des milliers de sites web qui disparaissaient du jour au lendemain. Ok. Donc là, aujourd'hui, tout le monde est sur des sables mouvants pour moi dans l'entrepreneuriat. Du coup, tu n'as que deux manières pour moi de gérer la situation quand tu es entrepreneur, ce qui est notre cas. C'est aussi ce qu'on a dit très clairement aux investisseurs avant qu'ils investissent. Nous, on est sur notre but, c'est vélocité et adaptabilité maximum. Si demain on a un truc qui tue le projet qu'on a aujourd'hui, l'idée c'est comment en 2 semaines on ressort un POC sur notre produit, mais basé sur les nouvelles technologies qui seront sorties ou les nouvelles annonces, etc. Typiquement GPT plugins, etc. Mais on essaie de construire un fondamental qui est assez tech, c'est-à-dire la partie fine-tuning, etc. A beaucoup de questions d'infra. En fait, il y a plein d'implications assez techniques qui sont quand même assez compliquées à reproduire. Ça fait quelques mois qu'on bosse dessus et qui, mine de rien, quelle que soit la direction où l'IA va dans les prochains mois, avec des bonnes intégrations, etc., on pense qu'on peut apporter de la valeur quelque part dans cet écosystème. Et après, c'est à nous, comme dans une startup aussi jeune, de le définir. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la stratégie entrepreneuriale qu'on a, c'est ça, c'est vélocité et adaptabilité maximum. Ensuite, je pense qu'on va passer beaucoup par des intégrations, c'est-à-dire que nous, quand on voit qu'une boîte arrive à faire du fine-tuning beaucoup moins cher, par exemple, on trouve ça super cool parce que nous, on se dit, on va l'intégrer facilement et ça va donner une meilleure expérience à nos users. Et du coup, j'en reviens à ce qui, pour nous, va être un des moyens les plus importants pour créer de la défensibilité dans le futur. C'est la communauté et la marque. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même une théorie forte, c'est que ça fait quelques années qu'on va vers un monde de personal branding. Ce qui fait aujourd'hui qu'un produit marche bien, souvent, c'est parce qu'il va avoir une forte communauté, que la boîte va avoir une culture qui va être, qui va parler en fait à ses utilisateurs. Et nous, typiquement, l'ADN qu'on se donne. Alors moi, il y a plein de gens quand je pitch Argile qui me disent j'ai vu une boîte qui fait ça, qui s'appelle mlmachin.tech, tu vois. Certes, effectivement, je suis allé voir le site, ils font à peu près comme. Par contre, c'est à peu près sûr que les gens que nous on adresse avec un site Argile, avec des couleurs blanc, orange, avec des fonts qui sont assez friendly pour les marketeurs, les designers, les product managers, des choses comme ça, c'est à peu près sûr que c'est pas du tout les mêmes gens qui vont découvrir leur site et enfin leur projet et leur startup et le nôtre. Et du coup, à partir du moment où on considère que demain 100% des gens vont se servir de l'IA ou 95, il va y avoir quand même beaucoup d'industries qui vont se développer et du coup, il y aura une place pour chacune de ces approches-là sans doute. Donc nous, c'est un peu aussi comme ça qu'on le voit, en se disant, aujourd'hui, notre objectif, c'est surtout de construire une brand qui est forte, une communauté qui est forte et quelles que soient les nouvelles disruptions technologiques qui vont arriver dans les prochains mois ou les prochaines années, leur proposer une adaptabilité. Alors après, il y a un scénario, on va dire Code Red, où effectivement GPT-5 est une AGI. Et là, à mon avis, les problèmes qu'on va avoir seront vachement plus importants que quelle startup on construit au-dessus de GPT-5, parce que ça va transcender le monde tech et ça va plutôt être des problèmes sociologiques et civilisationnels que des problèmes purs d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je pense qu'à ce stade-là, on se poserait plus la question de qui peut ajouter de la valeur. En fait, voilà, je pense que si GPT-5 est très bon, on va passer de comment ajouter de la valeur dans cet écosystème à qui apporte de la valeur aujourd'hui sur une IA. Et du coup, voilà, ça a plein d'implications. Mais donc ça, je l'exclus comme scénario parce que pour moi, c'est pas impossible. Mais si c'est le cas, il y a aucun moyen de s'y préparer. Ça sert à rien d'y penser. D'ailleurs, j'ai fait un sondage hier sur Twitter. Alors malheureusement, j'ai une audience qui commence à peine à grossir sur Twitter, mais qui était la question, si tu es Sam Altman et que tu t'apprêtes à sortir GPT-5 et que tu sais que c'est une AGI et que tous tes ingénieurs, enfin toute ton équipe et tes chercheurs, ils en ont peur, est-ce que tu la relises ou pas? Et il y avait 4 options. Il y avait
la release en open source, la release en closed source, la tuer et attendre, grosso modo, enfin rien faire. Et la réponse la plus donnée sur une trentaine de votes, donc c'est pas très représentatif, mais c'est déjà intéressant, c'était la release en open source. Et en fait, je trouve que c'est une question qui éthiquement est quand même très Non, intéressante à s'y pencher. ça se pose sérieusement. Enfin, je pense que là, on arrive à un point où cette question, elle va vraiment devoir se poser. Le fait de qui a accès au modèle et est-ce qu'il est privé. D'ailleurs, enfin, je trouve ça un peu moyen de la part de OpenAI depuis donc qu'ils ont commencé, où à la base, eux, leur mission, c'était de rendre accessible l'AGI à tout le monde, car la thèse, c'est que économiquement parlant, si tu es une entreprise privée qui possède l'AGI, elle a un edge qui est absolument monstrueux par rapport à toutes les autres entreprises. Et du coup, là, c'est vrai que même GPT-4, je crois que je l'ai vu passer le papier où ils expliquaient que GPT-4 était capable d'apprendre. Et, euh, et typiquement, par rapport au fine-tuning, moi, je me pose vraiment une question de est-ce que ça va être utile dans les prochains mois. Je vais te dire pourquoi. En fait, j'ai travaillé sur une séquence de prompts avec du coup ChatGPT-4 pour écrire des posts LinkedIn, donc sur ta vie personnelle, et en imitant le style de quelqu'un qui a déjà réussi sur LinkedIn. Donc tu vois, pour éviter que tu aies à travailler tout le copywriting, toutes ces choses-là. Et en fait, la séquence, c'est quoi? C'est tu lui demandes d'être un ghostwriter, elle va te faire une interview. Donc elle va t'interviewer sur ta vie, sur tous les points, tout ça. Elle va te mener une interview comme un vrai rendez-vous, un ghostwriter. Et après, en fait, la séquence, c'est tu lui donnes un post. Je lui demande d'extraire ce que j'appelle la méta-idée. Je vais te donner un exemple. La méta-idée, en fait, c'est une idée que tu peux appliquer à n'importe quel sujet. Par exemple, là, le post, c'était le mauvais conseil en copywriting. Et la structure, c'est ce conseil-là ne veut pas dire ça, ça, ça. Ça veut dire ça, ça, ça. Et en fait, il arrive à comprendre donc qu'est-ce que c'est la méta-idée, donc le mauvais commentaire. Et à partir de là, je lui dis, à partir de toutes les infos que je t'ai dit, de mon expertise et de mes spécialités, rédige-moi donc 20 idées qui peuvent coller à cette méta-idée. Je vais te dire les idées sur lesquelles tu veux que je rédige. Et en fait, avec toute cette séquence-là, j'arrive à écrire sur donc le style d'un copywriter et en parlant exactement de qui je suis et de ce que je pense et de ce que je fais. Tu vois. Et, euh, et normalement, ce truc-là, t'aurais dû fine-tuner un modèle, de l'entraîner, à lui dire, bah en fait, je veux que ça sorte de cette façon-là. Alors que là, en lui donnant seulement un poste, t'arrives à avoir le résultat que t'aurais pu avoir en fine-tunant le modèle. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette avancée-là? Et selon toi, est-ce que tu penses que le fine-tuning va devenir obsolète? Et s'il ne le devient pas, c'est quoi les cas d'usage où le fine-tuning ne sera pas obsolète? Bah, en fait, alors moi, toute mon idée vient du fait que dans le futur, la défensibilité des boîtes viendra de leur data. Je vais donner un exemple très con. Si tu es un photographe, dans 5 ans, je pense que on sera tellement avancé avec les IA de génération d'images que on pourra générer à peu près n'importe quelle photo avec le bon prompt. Du coup, un photographe dans 5 ans, je pense que sa valeur ajoutée principale, ça sera de créer les datasets pour entraîner les IA. De rajouter de la data en fait sur des thèmes particuliers, etc. On va se rendre compte que je sais pas, par exemple, on n'arrive pas très bien à faire des landscapes quand le soleil il est à 15 heures. Bah, du coup, tu vas aller prendre 300 photos de landscape quand le soleil est à 15 heures pour pouvoir ensuite prompter ça. Alors 5 ans, encore une fois, ça dépend de plein de choses, mais je dis ça dans un futur moyen terme. En fait, pour moi, si demain, alors je vais donner un exemple. Si t'es Ikea et que tu vends des meubles et que tu veux générer les meubles chez ton client, Google ne connaît pas, enfin GPT-4, et GPT-5 ni GPT-6 ne connaîtront jamais le meuble que tu as designé mais qui n'est pas encore sorti. Il y a que toi qui l'as. Tu l'as en stock, tu en as les photos. Donc si tu veux faire 50 pubs sympas et si tu veux faire une feature sur ton site qui va te le générer dans ta maison, tu es obligé de passer par le fine-tuning. Et si le fine-tuning devient obsolète, ça veut dire que aucune entreprise n'a de la défensabilité. Pour la même raison que si tu as, je sais pas, si tu es une boîte qui fait beaucoup de services clients, etc. Si je te demande aujourd'hui chez TID, c'est quoi le meilleur moyen de lancer une campagne avec ce SSP,
il y a peu de chances que ChatGPT le sache. Parce que ça, en fait, ce qu'il sait, ça va être des conversations en interne, des conversations avec les clients, des choses comme ça. C'est pas écrit sur la FAQ de leur site. Donc, si demain tu veux faire un service, tu vois, de service client là-dessus, bah, en fait, à un moment donné, tu es quand même obligé de prendre un set de data qui va être privé et de l'entraîner sur l'IA. Et donc, c'est là où pour moi le fine-tuning ne sera pas obsolète tant que les boîtes auront une défensibilité. Et si le fine-tuning n'est plus nécessaire, ça veut dire encore une fois qu'on a atteint pour moi une AGI et que du coup la valeur même privée des boîtes n'a plus d'intérêt dans le marché. Et du coup, ça devient un autre problème. Mais en fait, que ce soit pour l'image ou pour le texte, encore une fois, hein, je répète, le cas des avatars, GPT-4 ne sait pas qui tu es, à quoi tu ressembles. Donc, ce fine-tuning sera nécessaire. En fait, la vraie question à poser, c'est est-ce que il sera un jour possible de le faire directement depuis GPT-5 sans passer par un plugin ou une plateforme tierce comme la nôtre. Et ça sera un autre sujet parce que ça voudrait dire effectivement que OpenAI serait entièrement monopolistique. Et d'ailleurs, je reviens sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que je pense que il y a une probabilité assez forte que Sam Altman devienne l'homme le plus puissant du monde dans les prochaines années. Se pose la question de quelle qualité on veut chez une personne qui a énormément de pouvoir à ce point-là. Parce que dans d'autres scénarios, en fait, tu as deux manières d'avoir une personne qui est puissante. C'est soit le marché de la plébiscité, et du coup, c'est un milliardaire. Il a vendu un certain nombre de produits. Effectivement, on choisit pas qui c'est. Du coup, c'est les entrepreneurs célèbres. Soit le public dans certains pays ou dans un certain contexte, la plébiscité dans le cadre de la politique. Mais si on prend quelqu'un comme Sam Altman, il y a de fortes chances qu'il soit Asperger. C'est quelque chose qui, du coup, a une notion, je pense, du risque, et c'est pour ça qu'il est aussi fort que ça, sans doute, mais du coup, qu'il y a une notion du risque et des choses qui est peut-être un peu différente, qui peut-être est un peu moins capable qu'une personne moyenne de ressentir les émotions chez les gens. Et du coup, ça pose la question de si la personne la plus puissante du monde est une personne qui est un peu, qui a moins de facultés que d'autres gens à ressentir les émotions, est-ce que c'est pas excessivement dangereux? Dans le sens où les décisions qu'il prend, où lui, il est à l'aise, tu vois, je vais dire une bêtise, mais une personne moyenne accepterait de développer l'IA seulement s'il y a 0,0000001% de chances qu'elle détruise l'humanité. Si lui, il accepte 1%, c'est dangereux, c'est risqué. Et du coup, la question, c'est si pas lui, qui pourrait être la personne qui prend cette décision? Ça pourrait être peut-être Poutine, ça pourrait être Xi Jinping, ça pourrait être Joe Biden. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie discussion. Alors discussion, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais une vraie réflexion de fond sur qui sont les individus qui vont avoir un pouvoir demain qui sera sans doute plus puissant que le pouvoir du bouton nucléaire, qui pour l'instant est réservé à un certain nombre d'États et qui est, on va dire, assez bien encadré par ce qu'on appelle la nucléaire déterrence en anglais, qui est voilà cette menace permanente qui tient un peu tout le monde en tension, mais qui serait pas forcément le cas avec une IA. Donc je pense qu'il y a des vrais sujets aussi là-dessus qui dépassent même, tu vois, qui dépassent même ce que ferait GPT-5, mais qui dépassent qui sont les personnes qui auront le pouvoir demain de trigger une IA ou pas. C'est super intéressant. Je me faisais une réflexion parce que j'ai vu un passage du livre Sapiens de, je me souviens jamais de Yuval son. Noah Harari. Ouais, voilà, Yuval Noah Harari, où il disait que en fait que là l'humain est face à ses plus grands risques existentiels, donc à savoir la bombe atomique, l'intelligence artificielle et le réchauffement climatique. Et je trouvais intéressant en fait disons la différence de rapport de vélocité en fait de ces trois trucs. Donc je vais essayer de m'expliquer. Le réchauffement climatique, il est extrêmement lent mais solide. Là, a priori, le réchauffement climatique, c'est quand même, enfin, si on reste comme ça, on est quand même plutôt mal barré. Mais vu que ça va pas vite, on n'a pas ce comment dire, on réagit moins vu qu'on est humain et que tiens, il nous faut des choses à court terme pour réagir. La bombe atomique, où là, en fait, c'est l'extrême opposé. Ça n'arrive pas, mais la probabilité où si quelqu'un lâche une bombe atomique, on a une probabilité extrêmement élevée de juste tous mourir à cause de tous les systèmes de sécurité qui sont mis en place et d'exterminer l'humanité en une fois. Donc on a deux opposés. Donc le réchauffement climatique qui va vers l'extinction de l'espèce humaine, mais à feu doux et très très lent. La bombe atomique où en fait ça arrivait qu'une fois et c'était presque anecdotique. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et où là actuellement si ça arrive, c'est un reset. Enfin juste on meurt. Et j'ai l'impression que l'intelligence artificielle se trouve au milieu
où je pense qu'on va avoir des choses qui vont pas avoir autant de puissance de feu que la bombe atomique, mais qui sera quand même beaucoup plus palpable que le réchauffement climatique. Et se pose la question de ouais, qu'est-ce que ça va être? Et c'est vrai que la question que tu soulèves de qui va avoir le pouvoir de ce truc-là est quand même assez intéressante. Qu'est-ce que tu penses d'une intelligence artificielle hébergée sur la blockchain en open source? Est-ce que ça serait pas une genre de solution? Bah, le problème, c'est que tant que les boîtes privées décident de bosser dessus, ça sert. Alors, je vais pas dire que ça sert à rien, mais ça sera sympa pour les quelques adopteurs qui, un peu, pour moi, ce qui s'est passé les dernières années sur la blockchain est assez déterminant et édifiant là-dessus. C'est-à-dire que oui, ceux qui y croient, les 0,5 ou 1% de gens, ils y souscrivent, mais le monde continue sans eux. Et du coup, si des boîtes privées décident de continuer à le développer ou des États privés, en fait. Il y a un débat, moi, il y a quelque chose que Sam Altman a dit qui m'a vraiment interpellé dans le podcast de Lex Fridman. Alors, il y a deux choses, hein, je reviendrai aussi, je parlerai du cadran dont il parle, mais le premier, c'est qu'il dit, pour moi, le meilleur moyen de gérer l'IA, c'est que tout le monde se réunisse, tous les pouvoirs du monde, et se mettre d'accord sur ce qu'il peut faire ou pas faire. Alors, moi, le truc avec ça, c'est que ça me paraît... En fait, ça m'a fait peur que Sam Altman dise ça, parce que c'est tellement illusoire que si c'est ça son plan de secours, c'est la merde. Il y a la probabilité que Poutine, Xi Jinping, Biden et tous les États du monde se réunissent autour d'une table et soient même... Alors déjà, elle est faible pour parler de l'IA. Elle pourrait arriver si on a vraiment des gros soucis dans les années à venir, mais qu'ils soient d'accord sur quoi faire. Il y avait la même chose, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, hein, mais il devait y avoir un accord comme ça sur le nucléaire qui a jamais abouti entre les grandes puissances, parce qu'évidemment elles sont pas d'accord sur 95% des sujets. Et quand bien même on arriverait à toutes les grandes puissances qui soient d'accord qu'ils signent, le fait qu'elles l'appliquent est quasiment impossible. Donc en fait, pour moi, ce scénario-là, il est presque impossible. Et Euh, je ouais. rajouterais un truc. J'ai regardé justement une interview donc du Chief of Science de OpenAI. Donc j'arrive pas à dire son nom aussi, c'est un nom russe un peu compliqué. Où il a dit un truc. Moi, ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a. Là, c'est vraiment le truc qui m'a fait très très peur. C'est justement en parlant des AGI où il dit elles sont très très fortes pour masquer leurs intentions en fait. Quelque chose dans ce genre-là. Donc en fait, tu rajoutes donc les deux si que tu as dit, donc déjà Xi Jinping, Poutine, Biden se réunissent pour parler d'IA, deux l'appliquent, et trois, l'IA ne nous l'aurait pas fait à l'envers au niveau de comment elle fonctionnera, tu vois, où elle va un peu masquer ses intentions. Et il faudrait que je retrouve l'interview, que je le mette dans les dans la description du podcast pour que les auditeurs puissent s'y référer. Elle est super intéressante, cette interview. Ouais, et puis t'as deux autres aspects dans ce que tu as dit. Alors, il y a un autre moment où il parle d'un sujet avec Lex Fridman, c'est ok, si tu avais un cadran et que tu devais choisir, alors t'as deux scénarios dans chaque. Un, décollage rapide ou lent de l'IA. Alors par décollage, alors ils entendent à partir de quel moment ça devient entre guillemets incontrôlable, où on passe de l'IA qu'on a aujourd'hui à l'AGI. Parce que les scénarios les plus catastrophiques disent que ça pourrait prendre des heures. Tu vois, ça se compterait en jours. C'est-à-dire que aujourd'hui tout va bien et demain, littéralement, le monde est géré par des robots, quoi. Et quand commencer? Est-ce que c'est aujourd'hui ou dans quelques décennies? Et tous les deux étaient d'accord, entre Lex Fridman et Sam Altman, qu'il vaut mieux commencer direct à bosser dessus, mais en s'assurant que le décollage soit lent. Et Sam Altman disait que c'était une de leurs priorités de s'assurer qu'il y ait des checks and balances pour que le décollage soit très lent. Mais alors ça déjà, la question c'est comment c'est fait. Il y a plein de questions là-dessus. Après, sur ton autre sujet, entre le nucléaire, le changement climatique et l'IA, ils seront sans doute interconnectés très très vite. C'est-à-dire que pour moi, l'IA, j'ai toujours eu une conviction sur les aspects climatiques, exactement pour la même raison que tu décris là. C'est, je pense que la technologie pourrait tout changer avant qu'on y arrive à avoir des problèmes et pourrait résoudre plein de nos problèmes. Alors je sais qu'il y a des choses qu'on a amorcées qui mettraient du temps, etc. Mais j'ai quand même dans l'histoire de l'humanité, souvent la technologie a sauvé des choses qu'on pensait inchangeables. Donc moi j'ai quand même très bon espoir et l'IA aujourd'hui, GPT-4 et peut-être GPT-5 et GPT-6 vont dans mon sens, dans le sens où même les chercheurs aujourd'hui te disent que c'est un outil incroyable
pour aller plus vite, pour avoir des nouvelles idées, des choses comme ça, déjà 2 semaines après la sortie de GPT-4. Donc je suis quand même assez optimiste sur ces aspects-là. Et je pense effectivement, alors c'est un peu comme le débat du nucléaire dans le mix énergétique, qui pour moi est souvent très hypocrite de la part des défenseurs, enfin des anti-nucléaires. C'est si tu nous expliques qu'on va tous mourir dans 20 ans à cause du CO2, mais qu'en même temps tu nous dis qu'il faut fermer les centrales nucléaires parce qu'elles vont nous poser des problèmes dans 1000 ans, pour moi, tu es un hypocrite. Parce que du coup, si vraiment tu es absolument convaincu qu'on va mourir dans 20 ans, on règle d'abord le problème dans 20 ans. Et du coup, on fait tout ce qui est possible pour prendre des sources d'énergie qui sont les plus faibles en CO2. Et l'exemple entre l'Allemagne et la France le montre bien. L'Allemagne a fermé plein de centrales nucléaires. Ils dégagent 4 à 5 fois plus de CO2 que nous. Donc si on pense que le CO2 est le plus gros problème qu'on a dans les 20 prochaines années, clairement, leur décision était mauvaise. Une personne intellectuellement honnête devrait le concéder. Et si tu penses qu'on mourra dans 1000 ans, bah, ça nous laisse, alors même si c'est 200 ans, ça nous laisse quand même encore 200 ans pour déterminer comment traiter des déchets nucléaires, comment les transformer, etc. À la vitesse où va la technologie, c'est loin d'être impossible. Par contre, si tu penses qu'on va mourir dans 20 ans et qu'on multiplie notre taux de CO2 de tous les pays par 4 parce qu'on ferme les centrales nucléaires, là, tu es en train de dire que tu accélères notre fin inévitable. Donc pour moi, il y a un petit peu de ça aussi dans le débat dont tu parles, climat AI nucléaire. C'est il faut quand même qu'on reste rationnel sur les ordres de vitesse. Le climatique, on le connaît. Alors, on le connaît. D'ailleurs, les estimations changent assez régulièrement, mais dans l'idée, on sait que ça va pas nous tuer demain, demain matin. Ça va prendre au moins quelques décennies. Et du coup, dans ce temps-là, peut-être qu'avec les technologies, on va pouvoir bosser sur des problèmes pour le résoudre. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire aujourd'hui, mais ça veut dire que, en tout cas, il faut être optimiste, à mon avis, sur le fait que des technologies comme l'IA peuvent nous aider. Le seul truc avec l'IA, c'est que c'est le seul de des trois facteurs dont tu as parlé sur lesquels on n'a absolument aucune idée. On n'a aucun contrôle. Je parlais récemment avec des gens qui me disaient que parmi les personnalités qui sont publiques, que je citerai pas, il y avait pas mal de gens qui commençaient à se dire que peut-être la théorie de Ray Kurzweil qui disait il y a 10 ans, je crois, que l'homme immortel serait né déjà aujourd'hui, il avait peut-être pas tort. Et que peut-être qu'on aurait accès à l'immortalité dans 1 à 2 décennies, ou dans des périodes de temps qui sont vachement plus courtes que ce que tout le monde pensait. Alors ça, c'est évidemment quelque chose de très, très débattu, hein. Et tu vas parler à des gens, même des chercheurs qui vont dire c'est absolument impossible, c'est du pipeau, etc. Mais en tout cas, la question revient à l'ordre du jour de manière beaucoup plus sérieuse que l'était quand Ray Kurzweil a sorti son bouquin il y a 10 ans. Et donc là, du coup, pareil, on est sur un changement de paradigme. Si demain on est capable, demain même dans 50 ans, on est capable de repousser la mort suffisamment pour que chaque 5 ans, on ait une espérance de vie qui augmente de 5 ans, etc. Ça veut sans doute dire que les questions de réchauffement climatique et d'énergie ont été, alors peut-être pas réglées, mais amplement améliorées. Parce que tu as des sujets comme la fusion nucléaire, par exemple, qui pourrait tout changer. Tu as le sujet du quantique, qui pourrait absolument tout changer. Voilà, on a 2-3 choses qui pourraient être les breakthroughs du 21e siècle avec l'AI, qui pourraient aller de pair, parce que l'AI pourrait accélérer les recherches sur la fusion et le quantique pourrait changer tout, d'ailleurs, même pour la crypto et la blockchain. Et tout ça pourrait complètement nous mettre dans une autre dimension. Donc je pense qu'il faut vraiment garder en tête les ordres de grandeur quand on parle des risques. Moi, je pense que dans les 3 ou 4 prochaines années, il faut vraiment qu'on se préoccupe des questions d'AI, ou en tout cas qu'on se pose la question, parce que, encore une fois, ça sert à rien de se dire qu'on va tous crever dans 50 ans du réchauffement climatique si dans 5 ans, il y a une révolution dans la moitié du pays du monde, parce que les 3 quarts des gens sont au chômage, parce qu'il y a une AI qui est capable de faire des choses absolument incroyables, parce que plein de gens pensent que ça va nous tuer, parce que ces choses-là, quoi. Ouais, ça pose plein de questions et moi, il y a un concept que je trouve assez compliqué à intégrer, puisque enfin on est humain et on peut pas l'intégrer. C'est l'exponentiabilité de la puissance des modèles. Où quand tu vois la courbe en fait, donc c'était comme ça, comme ça, comme ça, et puis quand ça commence à monter, tu vois que là on va arriver à un pic où c'est à peu près comme, alors c'est un nom, j'ai plus le nom en tête, mais c'est comme les processeurs, tu sais, qui doublent de puissance tous les 2 ans, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est la loi de Moore, ouais. D'ailleurs, il est mort il y a Ouais, une semaine, Gordon Moore, la voilà, personne qui a inventé cette loi. RIP. Et du coup, comment t'essayes de, enfin, en prenant en compte cette exponentiabilité, comment tu vois, je sais pas, par exemple, le monde dans
5 ans, tu sais, les sociétés, qu'est-ce que ça va impliquer au niveau des sociétés, les décisions dont tu as déjà parlé, donc entre qui, entre les mains de qui on va donner du coup ce pouvoir-là, et quel sera l'impact? Est-ce que tu as des hypothèses de monde typique euh, en prenant en compte cette exponentialité? Alors, c'est là où ça devient intéressant de faire de la futurologie. Il y a beaucoup de sujets qui sont parfois liés les uns aux autres. Alors déjà, sur l'aspect purement technologique, on va tendre vers un alignement intellectuel. Quelqu'un aujourd'hui qui a une très très basse intelligence, il y a plein de choses qu'il est incapable de faire. Peut-être que demain, il sera capable d'écrire comme Voltaire. Parce qu'en fait, on va tellement l'aider si tu veux, on va tous avoir un alignement sur la technologie. Donc enfin, pour moi, plus la technologie et plus l'IA est forte, plus quelque part on a un alignement d'une certaine manière parce que tout le monde a accès à des choses qui sont extrêmement puissantes. Tu vois, aujourd'hui l'écart entre moi qui essaie, alors je suis pas forcément le bon exemple parce que j'en ai fait quelques-uns, mais quelqu'un qui a jamais développé, jamais fait de design, etc., qui va faire un site web et le meilleur designer du monde, il est stratosphérique, il est inimaginable. Si demain quelqu'un de lambda peut arriver et dire fais-moi un site web dans le style de ce site que j'aime bien, avec des boutons de cette couleur, etc., dev-moi-le, et ce bouton-là, il va sur la page API, et la page API t'écrit ça, et tu me fais un schéma qui fait ça, et que ça lui sort quelque chose de correct, l'écart entre cette personne-là et la meilleure personne du monde à le faire, il s'est drastiquement réduit. Mm. Donc je pense déjà que ça va être un grand égaliseur sur plein de choses. Ce qui veut aussi dire que tu as plein de pays qui vont pouvoir rattraper l'Occident beaucoup plus vite. Alors c'est déjà le cas avec l'Inde, hein, où ils ont des excellents ingénieurs, et pourtant le niveau de vie est encore assez bas, mais je veux dire, demain, n'importe quelle personne en Inde, au Pakistan, en Afrique, etc., qui aura un téléphone portable, parce que c'est à peu près sûr que GPT va pouvoir tourner assez facilement dans le futur sur des téléphones portables, aura littéralement accès à toute la connaissance du monde et à la capacité de produire à peu près tous les produits digitaux de manière excessivement simple. Donc ça déjà, c'est un des premiers grands sujets, c'est que pour moi, c'est enfin, ça va pousser à l'égalitarisme intellectuel. Alors ça va pas le combler, mais ça va changer beaucoup de choses. Tu rajoutes à ça, par exemple, des choses comme Neuralink ou en tout cas des puces dans le cerveau. Alors il y a celle d'Elon Musk, mais je pense que c'est vraiment pas le seul à bosser là-dessus. Ça implique qu'il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir nous accélérer ça et nous faciliter la vie dans plein d'autres domaines qui vont aussi être physiques. Alors je fais une mini parenthèse aussi par l'aspect robotique qui est quand même en train de progresser très vite. Et il y a plein de boîtes, alors si je me trompe pas, notamment OpenAI, qui investissent massivement dans la robotique aujourd'hui parce qu'ils ont bien compris que la prochaine étape après le software, c'était le hardware. Un software incroyable dans un hardware mauvais, ben, ça va toujours être limité. Mais si tu arrives à avoir un hardware qui est correct, qui remplace, tu vois, alors on va sans doute reboucler dessus tout à l'heure, mais on parlait du débat des retraites et je crois que c'est parce que tu as vu passer mon post là-dessus où je disais que c'était un peu inconscient de parler de retraite quand l'IA va changer plein de choses. Typiquement, je pense que les métiers à dur labeur dans les prochaines décennies, et je suis très conservateur, peut-être même dans la prochaine décennie, Mm. vont pour la plupart être, si ce n'est réglés, grandement aidés. C'est-à-dire que il y a plein de projets d'exosquelettes, etc., qui, à mon avis, pourront se démocratiser assez vite et qui vont permettre à n'importe quel déménageur de porter 60 kilos en appliquant une force de 5 ou 10 kilos. Et du coup, n'importe qui pourra être déménageur et problème réglé. Donc il y a cet aspect-là, qui est aussi l'aspect physique de la question, physique et intellectuelle. Donc ça va être un égalisateur physique et intellectuel. C'est-à-dire que l'homme le plus fort du monde qui pouvait porter 400 kilos, peut-être que moi, avec un exosquelette, je vais peut-être arriver à en porter 300. Donc ça déjà, c'est un premier sujet qui est quasiment philosophique, parce qu'on va arriver sur des préceptes d'égalité qu'on n'a jamais connus dans le monde. Sachant que pour moi, notre nature humaine est quand même assez robuste, ça fait des millions d'années qu'on évolue, et l'homme, quelque part, a besoin de reconnaissance, a besoin de statut, a besoin d'une certaine manière de hiérarchie, ou en tout cas fonctionne bien dans l'actuel, dans des systèmes de hiérarchie. Et du coup, la question, c'est si tout ça vient à disparaître, ou pas disparaître, ou à être réduit grandement, quel est le nouveau système de société? Si n'importe qui peut faire n'importe quoi, et alors ça, c'est une des grandes idées que j'ai depuis d'ailleurs que j'ai écrit mon bouquin, c'est qu'en fait, pour moi, on est sur une timeline de l'homme préhistorique, enfin, quasiment de l'animal,
aux robots. Et plus on avance, plus on construit des choses qui vont à l'encontre de notre nature humaine, parfois pour le bien. L'homme primitif était violent, l'homme primitif était... donc il y avait plein de choses qui allaient pas du tout. Donc effectivement, il y a plein de choses. On a appris à avoir des sociétés qui sont plus saines, démocratiques, plus de dialogue, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais plus on tend vers ça, plus on égalise tout un tas de choses qui font que n'importe qui peut être n'importe quoi, et que du coup, nos traits de caractère innés, et ce qui faisait notre force, et ce qui fait en général ce qu'on aime, tendent à être de plus en plus effacés. Si n'importe qui peut faire n'importe quel job dans le futur, physique, intellectuel, etc., je pense que, alors je crois aussi un peu pas mal à la théorie du mimétisme de René Girard, qui dit que les gens veulent en général à peu près la même chose, et qu'il faut un bouc émissaire pour expurger cette compétition, et que les rites et les religions viennent de là. Et du coup, je veux dire, on va avoir une dynamique sociale qui est complètement différente, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de compétition pour ce que les gens veulent faire, parce que du coup, absolument tout le monde pourra faire la même chose. Donc ça, je pense que ces implications-là, elles vont pas arriver du jour au lendemain, mais elles vont peut-être mettre quelques décennies à arriver, mais déjà, on va les voir s'effacer de plus en plus. Donc typiquement, ça veut dire que l'ingénieur de Google qui gagnait 2 millions par an, ça va être de plus en plus difficile de justifier pourquoi le payer 2 millions par an quand quelqu'un à Jakarta peut sans doute faire le même taf dans quelques années, ou pas loin, pour 10 fois moins cher. On est désolé, on vient d'avoir un tout petit problème technique à cause du micro. Donc, on en était sur le sujet du niveau d'égalité grâce à l'IA. Et du coup, Laodice, je te laisse reprendre là où tu en étais, du coup, au niveau de l'égalité. Et je disais du coup que dans pas mal de niveaux, ça va égaliser les choses entre les pays, entre les métiers, même au niveau des salaires. L'ingénieur de Google qui est payé 2 millions par an, ça va devenir de plus en plus difficile de justifier son salaire, quand peut-être que quelqu'un à Jakarta non seulement est capable de faire quasiment aussi bien, ou peut-être même que grâce à GPT-4, il a été tellement plus efficace en apprenant des choses seul, parce qu'il n'a pas eu la chance d'aller dans des grandes universités comme l'ingé de Google, que à ce niveau-là, en fait, voilà, on va avoir des gens qui extrêmement compétents, qui vont émerger un peu de partout dans le monde, qui vont avoir un accès de production qui va être assez dingue, sans doute physique et intellectuel. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a une vraie question aussi sur l'Occident, c'est-à-dire que comment l'Occident va réagir au fait que peut-être on sera plus monopolistique sur les emplois qui gagnent beaucoup d'argent, enfin sur les cols blancs en fait de manière générale, et peut-être un jour sur les cols bleus. L'autre sujet, c'est du coup effectivement, alors ça c'est plus une question à moyen long terme, on va dire peut-être quelques décennies. À plus court terme, la question c'est qu'est-ce qui se passe dans 5 ans si vraiment on est capable de remplacer des équipes entières par une seule personne. Alors ça a déjà été le cas à BuzzFeed. BuzzFeed a viré beaucoup de journalistes. Alors des fois c'est un peu une excuse, mais en réalité, si on prend la qualité des articles de BuzzFeed, c'est très 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 facile de faire générer un article par l'IA qui a la qualité de BuzzFeed et de pas payer quelqu'un qui aurait pris 3 heures ou 4 heures à le faire. Donc déjà clairement, il y a des milieux qui sont déjà impactés. J'en parlais, la traduction, c'est une évidence. Je pense que le consulting bas niveau, alors je pense que les McKinsey, etc., ils apportent de la valeur sur autre chose que juste sur les rapports qu'ils font, parce qu'ils ont un grand réseau, ils ont accès à des gens, etc. Mais le consulting bas de gamme, les SS2I qui font du dev à la demande de choses qui sont pas toujours incroyables. Donc pour moi, il y a plein de domaines qui dès aujourd'hui, il y a un impact assez fort. Alors je souscris pas moi du tout à l'idée que l'IA va juste déplacer des jobs. Je pense que tout le monde dit oui, mais à chaque fois la technologie, etc. Je pense que l'IA est un cas unique, parce que l'IA, elle est capable littéralement de faire le job de 10 personnes en une seconde. Et si on extrapole vers une AGI qui est capable de tout faire pour tout le monde, il y a forcément un moment dans l'histoire où le travail va tendre à disparaître. Si on est sur un scénario qui est une pure dystopie ou utopie, selon comme on le voit d'ailleurs, mais où en fait les robots demain font absolument tout, le labeur physique et intellectuel pour les gens. En fait, ce qu'on finit par faire les humains, nous, c'est peindre et encore écrire des bouquins et réfléchir à comment aller dans l'espace avec l'aide de robots. Donc, se dire que avec une AI qui est très très forte et qui est capable de mieux développer des sites web, de mieux développer des applications, de mieux traduire, de mieux écrire, de mieux générer des images, de mieux prendre des photographies, de mieux faire de la comptabilité, de mieux trader, de mieux faire une analyse compétitive d'une boîte. Se dire qu'avec dans un monde comme ça, on a toujours du taf pour 6 milliards de gens, j'y crois zéro.
je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est un mythe. Enfin, si on pousse le truc vraiment plus loin, il y a plusieurs tâches même que tu as dit, pour moi, où en fait elles ont plus aucun sens dans une économie où il y a une AGI, dans la mesure où le trading, si tu as une AGI ou des AGI qui sont capables de faire ce que des humains font, du coup techniquement la valeur économique de l'entreprise, elle est vachement dévaluée et enfin faire des choses n'aura beaucoup moins d'intérêt. Donc du coup, on aura moins intérêt du coup à trader des stocks, tu vois. Bien sûr, même que en réalité, enfin, ça pourrait être, l'économie pourrait être gérée par des AGI. Effectivement, la question du commerce entre les boîtes pourrait être, enfin, s'il y a beaucoup de boîtes qui disparaissent à cause de ça, ça va faire des sacrés chocs économiques. Et la question, c'est comment on répond à tout ça. Mais je pense que, alors on est dans le scénario d'une AGI, c'est peut-être pas dans 6 mois, c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais dans ce scénario-là, et ça commence déjà aujourd'hui qu'on a une IA forte, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont au chômage? Et quel paradigme on trouve en tant que société pour que, d'un coup, si tu as 5, 10, 15, 20% de chômeurs en plus de ce qu'on a déjà aujourd'hui, ces gens-là trouvent du sens, ces gens-là puissent manger. Donc il y a beaucoup de questions. Et d'autant plus quand ces métiers-là sont des métiers qui sont bien éduqués. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que le mauvais développeur soit au chômage avant la femme de ménage. Et du coup, c'est encore plus contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui aurait normalement eu une carrière où il aurait gagné un salaire très correct par rapport à des métiers différents. Et de la même manière, voilà, un monde où les robots font le ménage pour nous, font à manger pour nous, font toutes les tâches qui nous prennent du temps finalement, c'est inévitable qu'on ait des millions ou des milliards d'emplois qui disparaissent. La question, c'est comment en tant que société on gère ça. Et donc du coup, tu auras deux niveaux. Tu auras un niveau national. C'est pour ça que dans les prédictions que je faisais, je suis à peu près sûr qu'il y aura un revenu universel de base. Alors moi, j'étais contre l'idée il y a encore 2-3 ans. Alors j'étais contre sur le précepte qu'on me disait, en fait, qu'on injecte de l'argent dans quelque chose qui n'apporte pas de valeur économique. Alors c'est même pire que ça, c'est même sur une question de sens individuel. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, quand les gens seront au chômage, ça va tous devenir des artistes, des auteurs de science-fiction, des médecins, ils vont tous aller spontanément dans la rue aider d'autres gens, etc. Or, le sujet qui me passionne le plus, je pense, de tous les sujets, c'est le sujet de la nature humaine. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a observé depuis des millénaires et des dizaines de milliers d'années, c'est la nature humaine. On sait comment réagit l'humain. Aujourd'hui, on a des appareils à dopamine sous forme de téléphone portable ou d'ordinateur qui occupent des millions d'adolescents, et j'en faisais partie, pendant des milliers d'heures en se zombifiant à jouer aux jeux vidéo, ou à aller dans des univers virtuels, ou à faire du dating virtuel, ou à faire des choses comme ça. Je pense que la probabilité que si demain on est tous au chômage et on a tous un revenu de base, d'un coup tout le monde devienne poète, artiste, chercheur en mécanique quantique ou aller spontanément aider les gens, elle est de zéro. C'est pas comme ça que l'humain fonctionne. Si demain on est tous au chômage, il y a qu'à voir les stats, hein, que font les gens quand ils sont au chômage, même quand ils ont le chômage. La plupart du temps, ils vont passer juste plus de temps à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo et à faire des hobbies. Ils vont pas spontanément. Alors, je sais pas s'il y a une étude là-dessus, mais j'aimerais le savoir. Je serais prêt à parier de l'argent sur le fait que spontanément, les gens au chômage ne passent pas plus de temps à faire de la charité qu'ils ne faisaient avant le chômage. Donc tout ça pour moi c'est un mythe. C'est pour ça que j'étais contre le revenu universel. Tous les gens qui disaient oui, mais quand il y aura le revenu universel, ça va débloquer plein de temps pour des gens pour faire des choses super bien pour d'autres gens. J'y crois pas parce que il suffit d'observer le monde depuis 50 ans et on voit très bien que les gens qui ont du temps libre ne font pas ça spontanément. Et d'ailleurs, il y a eu un gros débat qui m'a paru absolument stratosphérique il y a quelques temps où je crois que pour avoir le RSA, alors je sais plus quel gouvernement parce que c'est même pas une question politique pour moi, c'est une question philosophique. Le gouvernement voulait que pour que les gens aient le RSA à la fin du mois, je crois qu'il devait faire 4 heures de bénévolat par semaine, si je dis pas de conneries. Okay. Ce qui, pour une personne qui est inoccupée, non seulement me paraît sensé, mais en plus est valorisant des deux côtés, pour la personne qui aide et pour la personne qui est aidée. Et certains partis politiques, que je ne citerai pas, ont fait un outrage, comme si c'était de l'esclavagisme moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, essayer de trouver même un mécanisme pour que des gens qui sont inoccupés et qui reçoivent de l'argent de l'État en attendant de changer de situation aillent aider d'autres gens, appeler ça de l'esclavage moderne, ça m'a paru être l'idée la plus folle que j'ai entendue depuis longtemps. Donc du coup,
Et c'est souvent les mêmes personnes qui nous défendent le revenu universel. Ils nous disent d'un côté, c'est un outrage de demander à quelqu'un pour qu'il ait de l'argent de l'État quand il fait rien, d'aller aider d'autres gens. Mais en même temps, si cette personne-là était au chômage, elle passerait son temps à aider des gens. Donc en fait, voilà, j'étais contre le revenu universel parce que je trouvais ça excessivement hypocrite. Cela dit, aujourd'hui, je tends de plus en plus à être pour. Je pense que même je suis plutôt pour, au vu de ce que l'IA fait, parce que pour moi, c'est juste une inévitabilité. C'est-à-dire, il faudra qu'il y ait du revenu universel, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de révolution. C'est l'une des deux options. Si demain on a 30% des gens au chômage et qu'ils n'ont pas de revenus, soit on leur donne de l'argent et on espère trouver des mécanismes pour leur donner envie de faire des choses qui ont de la valeur pour la société. Et encore, dans le contexte d'une IA forte, qu'est-ce qui donne de la valeur à une société? C'est une question qui vaut le coup de se poser. Soit effectivement, si tu as 30% de gens au chômage qui gagnent pas d'argent, tu es à peu près sûr que le pays est en feu. Si déjà aujourd'hui pour des retraites, le pays est en feu. Donc voilà, je pense qu'on va avoir inévitablement soit des révolutions, soit des changements de paradigme clairs dans comment l'argent est produit, distribué. Il va y avoir des boîtes qui vont être assez monopolistiques. Je pense que on va avoir de moins en moins de grosses structures. Ça, c'est le post que je faisais hier où je disais qu'on allait revenir un peu à un système de féodalité dans la mesure où on allait avoir des petits villages avec un château dans le coin. Autrement dit, on va avoir quelques boîtes qui sont monopolistiques et qui sont très puissantes. Et après, je pense qu'on va avoir de moins en moins de très grosses boîtes, de 10, 20, 30, 50 000 personnes. Et qu'en fait, on va avoir de plus en plus de solopreneurs, de petites équipes de 4-5 personnes qui résolvent des problèmes pour des niches très spécifiques. Parce que, en fait, le coût d'avoir des grosses structures et de la bureaucratie va devenir de plus en plus important par rapport à être extrêmement agile, surtout quand tu peux générer un site web en 5 minutes. Tu vois, pourquoi faire une agence de 3000 personnes quand 30% ou 40% de tes revenus sont alloués à alors ce que j'ai appelé de la bureaucratie, mais des managers, des réunions, des choses comme ça, quand finalement tu peux avoir 100 agences de 5 personnes qui sont 10 fois plus efficaces et qui ont pas de meeting toute la journée et pas des choses à régler. Donc voilà, je pense que il y a différents degrés auxquels ça va avoir un impact. Ça dépend énormément. Voilà, peut-être que GPT-4 va être la dernière itération et que GPT-5 va être 3% meilleur et que du coup, pendant 10 ans, on va avoir un freeze sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais même dans le cas actuel, je pense qu'on va quand même avoir pas mal de métiers qui vont évoluer et changer dans les années. J'avais cette discussion avec mon père où en fait on parlait du comparatif donc de QI de GPT-4 par rapport à un humain où il y a je sais plus quel papier qui disait que en gros il aurait je crois 86 de QI ou Je crois que c'est 90. 96. C'est 83 96. pour GPT-3 et 96 pour GPT-4. Donc 96 de QI et en fait moi je me faisais la réflexion en fait donc le QI a été inventé, alors moi c'est l'histoire que j'ai entendue et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu cette réflexion avec GPT-3 entre la première et la deuxième guerre mondiale, parce que lors de la première guerre mondiale il y avait tellement d'officiers qui se faisaient tuer qu'il fallait trouver un test rapide et efficient pour savoir qui est-ce qu'on pourrait aller mettre comme officier pour diriger dès que l'officier sera mort à un assaut. Et en fait, ils ont trouvé un chiffre, c'est que toute personne en dessous de 83 de QI, tu peux faire ce que tu veux, est contre-productif dans un groupe. C'est-à-dire que tu le mets dans un groupe, le groupe sera moins productif s'il est là que si tu l'enlèves. Et du coup vient cette réflexion de qu'est-ce que tu fais de toutes ces personnes qui ont moins de 83% de QI, ça représente quand même un peu plus de 10% de la population mondiale. Qu'est-ce que tu fais de 10% de la population mondiale où tu sais que mathématiquement, statistiquement, ils rendront le reste du groupe plus inefficient. Et donc du coup, là, t'as GPT-4 qui arrive, qui aurait 96 de QI. Si je dis pas de bêtises, je crois que le QI moyen de l'humain dans le monde, ça doit être 100, un truc comme ça. Non, c'est plus bas que ça. C'est encore plus bas. Ouais. Donc du coup, on arrive à 50% en fait de la ressource intellectuelle en humain qui est obsolète à cause du coup rien que de GPT-4. Et la question c'est, qu'est-ce que tu fais de ces 50% qui sont obsolètes? Donc là, pour le moment, on a encore du coup les métiers de labeur manuel qui sont encore pas remplacés par l'IA, parce que tu as une IA, c'est compliqué par exemple de ramasser des poubelles ou de faire le ménage. Et du coup vient la question de qu'est-ce que tu fais de ces personnes-là du coup qui ne peuvent pas apporter de valeur dans la société. Tu vois, c'est assez triste. Et en gros, moi, ma réflexion, c'était un peu comme toi. Alors, c'était plutôt une logique de clan où, du coup, tu as des groupes de personnes. Je pense que le truc le plus sain, ça serait la famille.
où typiquement, bah, tu vois, t'as une personne qui n'est pas efficiente, elle a la charge de la famille, tu vois. Et grâce aux intelligences artificielles et à tous ces trucs-là où justement, vu que tu auras plus de grosses structures, tu auras plein de petits clans qui utiliseront l'intelligence artificielle pour pallier du coup à ce manque d'efficience de leur, disons, de leur population du clan qui sera moins efficiente. Je sais pas si c'est clair. En fait, ouais, il y a plusieurs sujets dans ce que tu as dit. Alors déjà, le premier, c'est pour mesurer un peu le propos. Effectivement, à partir d'un certain niveau d'intelligence, d'un certain niveau de QI, les gens ne sont pas efficients économiquement par là. Cela dit, je pense que tu as beaucoup de gens qui vont te rétorquer à ça. Oui, mais toute personne a une utilité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit dans un groupe, tu vois, quelqu'un peut apporter de la valeur Bien sûr. humaine, peut-être créative, ou dans le soutien ou dans les choses comme ça. Donc, effectivement, je pense que il faut différencier un peu ces choses-là parce qu'effectivement, si demain on a 50% des gens ou 70 parce que ça va sans doute augmenter, qui sont en dessous du niveau intellectuel pour être en compétition avec l'IA, tout le reste de ces gens peuvent encore apporter de la valeur à tout un tas de choses de société. C'est juste qu'ils vont apporter moins de valeur sur la partie productive, créative, économiquement en tout cas. Cela dit, alors il y a une période, alors il y a un vrai débat là-dessus aujourd'hui, mais quand Stockfish, alors je crois que je sais pas si c'est Stockfish le premier à battre le meilleur joueur du monde aux échecs. C'est pas Deep Blue? C'était peut-être Deep Blue. Mais non, je crois que c'est Stockfish maintenant, mais à l'époque, bref, peu importe. Quand le premier algo a battu le champion du monde aux échecs, il y a eu une période de, je crois, une dizaine d'années pendant laquelle un humain plus l'algo était meilleur que l'algo. Mais ça a duré quelques années. Et maintenant, l'algo est meilleur que n'importe quel humain et humain plus algo. Et du coup, il y a les mêmes débats qui sont en train de se former pour GPT. Parce qu'en fait, la réponse évidente à ce que tu présentes là, c'est si quelqu'un a 80 de QI et qu'on lui donne un outil qui en a 110, bah, il sera sans doute capable d'avoir beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui a 80 de QI. Parce que même si on lui demande de faire quelque chose de répétitif, etc., il va appliquer la machine exactement comme quelqu'un qui a la masse musculaire d'un homme est capable de soulever 8 tonnes avec une machine. C'est pas lui qui le fait, il est juste aidé par la machine, mais il arrive à apporter de la valeur dans un système. Donc en fait, la question c'est est-ce que homme plus machine, ça va pas permettre justement à ces gens-là qui sont pas en compétition avec la machine de devenir compétitifs ou meilleurs sur ce sujet-là. Et la question c'est si c'est le cas, parce que je pense que ça va être le cas, comme je disais pendant une période. C'est là où je parle d'aspect très égalitaire, c'est que je pense que même si l'IA a 130 de QI demain, ben quelqu'un qui a 100, 80, 90, etc. de QI pourra lui demander de faire des choses. Alors après, effectivement, le problème devient de critiquer les résultats de l'IA, parce que s'il y a 1000 de QI, par exemple, aucun d'entre nous ne serait capable d'évaluer, si tu vois, typiquement, fais-moi une analyse financière, une IA de 1000 de QI, pas plus toi, moi, que le meilleur trader du monde, on sera capable de savoir si l'output de l'IA est effectivement sensé et intelligent. Il va avoir, tu vois, c'est comme une fourmi qui juge la Joconde, quoi. Ça a pas trop de sens. Donc en fait, il y a cette question-là, à partir de quel moment même n'importe quel humain devient déconnecté des résultats que l'IA nous propose. Et donc du coup, voilà, tu as 3 étapes. Tu as l'étape 1, il y a une partie de la population auquel on a du mal à trouver de la valeur économique dans les systèmes, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à leur donner de la valeur sociale? Parce que du coup, c'est un peu les deux pendants que tu peux avoir. Il y a l'aspect 2, l'IA devient vachement plus intelligente que plein de gens, mais du coup, ces gens-là, c'est peut-être 30, 40, 50% de la population qui sont battus par l'IA sur des tâches, peuvent encore se servir de l'IA pour accélérer des choses, pour lui faire des choses, etc., peuvent la guider, en fait, peuvent la piloter, comme ils piloteraient un robot ou un camion. Et en fait, t'as la 3e étape, et c'est là où je pense qu'on commence à rentrer dans le débat de l'AGI, qui est, ok, n'importe quel humain aujourd'hui apporte littéralement 0 valeur sur l'IA, et même est contre-productif. Un peu comme je te disais, quand tu mets des mauvaises photos dans un dataset et que tu l'entraînes, t'as des cas où en fait des mauvaises photos finissent par te ruiner ton dataset et te donner des plus mauvais résultats. Donc en fait, je pense que c'est un peu ces 3 étapes, et pour moi, c'est ça la distinction entre l'AI et l'AGI. C'est l'AI, on trouve encore des humains qui apportent de la valeur au travail de l'IA. Donc en fait, on a besoin de plein d'humains pour piloter l'IA, pour faire des choses. Sans doute beaucoup moins d'humains que ce qu'on a aujourd'hui en termes de création économique. C'est-à-dire que j'en reviens au fait que, à mon avis, ça va créer beaucoup de chômage. Mais à mon avis, l'étape de l'AGI, c'est OK, le meilleur de nos humains aujourd'hui est incapable d'avoir des meilleures valeurs ou des meilleurs résultats en pilotant l'IA
que ce que l'IA arrive à générer toute seule. Et je pense que c'est là l'élément de débat. Je pense et j'espère que dans les 10 prochaines années au moins, on aura encore besoin d'humains pour piloter l'IA, pour critiquer les outputs de l'IA. Comme je disais à mon père sur la traduction, il m'a dit qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand l'IA sera forte. Je lui ai dit je pense qu'il y aura quand même, on fera jamais confiance. Alors on fera pas confiance. D'ailleurs, je reviens sur le mot jamais parce que je lis ça beaucoup en ce moment. Et c'est un mot que je déteste voir quand c'est attribué à la technologie. Je trouve ça, et en fait, ce qui me gêne, c'est que ça vient de gens brillants. Je trouve ça profondément naïf de dire jamais. Les gens qui disent l'IA ne sera jamais forte, elle ne sera jamais consciente, etc. C'est sûr et certain que dans 5000 ans, l'IA ne sera pas consciente. Genre là, tu parierais ta vie dessus. Parce que ça, pour moi, c'est absurde. N'importe qui a vécu les... Logiquement, c'est faux. Hein. Enfin, il me semble qu'il y a un théorème qui existe qui dit que tu ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas ou n'existera pas. En fait, logiquement, c'est impossible. C'est évident. Tu peux pas prouver que les aliens n'existent pas, parce qu'en fait, il faudrait que tu aies constaté l'entièreté de la complexité du monde pour être sûr que les aliens n'existent pas. Tu vois. Ouais. Mais ça vient souvent des chercheurs en plus, ce truc-là. C'est souvent des chercheurs qui vont dire, moi, c'est les chercheurs qui m'ont dit l'AGI, c'est jamais. C'est pas des personnes lambda. Et en plus, ils te le disent en qualité de chercheur, en disant, toi, tu comprends pas ce milieu-là. Moi, je te le dis, ça arrivera. Mais en même temps, ces mêmes personnes, il y a 5 ans, tu leur aurais dit, je vais te produire quelque chose qui va être capable d'autocritique, etc. Ils t'auraient dit jamais. Ou ils t'auraient dit, non, mais dans 50 ans. Et là, quand tu vas les voir sur ce sujet-là, ils disent, ah ouais, en fait, ça allait vachement plus vite que ce que je pensais. Donc c'est marrant parce que souvent, alors c'est certain, hein, c'est pas tout, je fais pas de généralité, hein, mais j'ai certaines personnes avec qui j'ai vraiment eu cette discussion où d'un côté, ils me disaient, ah ouais, c'est quand même allé beaucoup, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je pensais pas du tout qu'on serait capable de faire ça en 2023. Et juste après, ils disent l'AGI, jamais. Tu vois. Et je trouve que c'est très contradictoire d'avoir autant de certitude sur quelque chose quand tu te rends compte que tu t'es autant planté à un horizon 5 ans sur quelque chose que tu pensais qu'elle allait arriver dans 50 ans. C'est extrêmement court. Je pense que ça revient un peu en lien avec ce qu'on disait, tu sais, sur l'exponentiabilité, c'est-à-dire que on n'arrive pas à concevoir l'exponentielle de l'avancée technologique. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent 50 ans, et en fait, ça arrive dans 5 ans. Et du coup, la réflexion, c'est est-ce qu'il faudrait pas se dire, ok, qu'est-ce qui va arriver dans 50 ans, et se dire que ça va arriver dans 5 ans, et comment réussir à anticiper cette vague-là? Clairement. Et après, on en revient au problème des spécialistes. Je sais pas si tu as lu ce bouquin sur les généralistes, mais il y a un bouquin hyper intéressant sur généralistes versus spécialistes, qui montre que, alors ça dépend des domaines, mais dans les domaines avec un peu de complexité, les généralistes qui se spécialisent sont quasiment toujours meilleurs que les spécialistes qui sont spécialisés du premier jour, tout simplement parce qu'en fait ils ont beaucoup plus de data et de recul sur les sujets qu'un ultra spécialiste. Ouais. Et je pense aujourd'hui qu'un ultra spécialiste de l'IA, qui bosse vraiment dans les aspects de recherche, etc., a des angles morts. Fondamentalement. Que quelqu'un qui est plus généraliste mais qui se spécialise dans l'IA va être capable de dire ouais, en fait on est peut-être un peu naïf sur ces sujets-là, c'est peut-être beaucoup plus puissant que ce qu'on pense pour tel ou tel sujet. Parce que en fait le chercheur, tant qu'il voit pas un Terminator, pour lui l'IA ça c'est pas un problème, tu vois. Et je pense que ce truc-là, enfin moi je l'ai expérimenté quand j'étais au conservatoire et que je faisais de la musique, où du coup j'étais spécialisé en jazz. Et en fait, quand tu travailles d'autres styles de musique, ça améliore ta façon de jouer le jazz. Et du coup, j'en suis venu à la conclusion que t'as, disons, un centre, et si tu travailles des choses qui sont satellites à ta connaissance, ça va renforcer ce truc-là, si c'est assez proche et pas trop éloigné, tu vois. Et qu'il y a toujours, en fait, des liens entre les connaissances et les compétences qui vont améliorer tes connaissances passées. Et du coup, je suis vraiment complètement d'accord sur ce truc-là où ce qui se passe avec GPT-4 d'ailleurs, c'est ce que je disais sur les maths, il est capable de résoudre des problèmes de maths plus avancés quand on lui donne un corpus qui n'a rien à voir avec les maths. C'est exactement la même chose. C'est là où il y a quand même beaucoup de similarités avec le cerveau humain et que ça vaut le coup de se poser la question. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, il donne un exemple. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je suis presque certain que c'est ça l'étude, que les spécialistes sur des prévisions à 5 ou 10 ans dans leur domaine se plantent plus que l'aléatoire. C'est-à-dire que les singes font des meilleures prédictions que les meilleurs experts du monde sur un domaine spécifique à 5 ou 10 ans en moyenne. Et ça a été une étude, alors je suis presque certain, je retrouverai la source pour que tu puisses la mettre en description, pour pas qu'on se fasse allumer. Mais en fait, la conclusion de ça, c'était quelqu'un qui est ultra spécialiste, je vais dire une connerie, en économie,
vu qu'il regarde pas ce qui se passe en géopolitique, ce qui se passe en technologie, en des choses comme ça, il va avoir le truc complètement à côté de la plaque. Tu vois, les spécialistes, c'est un Ouais, exemple que les gens prennent souvent, mais les spécialistes de certains sujets dans les années au début des années 1900 te disaient que Londres serait sous 3 mètres de purin en 2050, parce que évidemment, ils n'avaient pas pensé au fait que la voiture allait arriver, avec des choses comme ça, alors que peut-être que quelqu'un avec une vision un peu plus macro aurait dit non, mais en fait, il y a quand même des technologies qui se développent qui pourraient résoudre ces problèmes-là, que ce soit sur la gestion de purin, que ce soit sur les moyens de transport en ville, que ce soit sur des choses comme ça, etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez édifiant. Et d'ailleurs, il y a des exemples, hein, il y a des gens. Alors, je me souviens plus son nom, mais il y en a un en particulier qui s'appelle Keith quelque chose, je crois, qui littéralement, il est prof à Stanford et tout. Hein. Toutes les prédictions qu'il a fait dans le domaine des startups depuis 20 ans sont fausses. Genre, c'est l'anti-signal. Si tu veux parier sur quelque chose, tu prends ce qu'il fait et c'est l'inverse. C'est le mauvais phare, c'est pas là où il faut aller. Mais ce mec-là, il est toujours prof à Stanford et il est toujours interviewé par CNBC, CNN, etc. sur les questions de startup toutes les semaines. C'est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que littéralement n'importe quel idiot se serait moins planté que ce mec-là et pourtant, lui, il est à la télé tous les jours en train de faire des prédictions. Ça, c'est le truc, moi, qui me fascine. Vraiment, je trouve ça incroyable. Ouais, je trouve que tu as le même phénomène avec les économistes. Enfin, moi, je trouve ça un peu, c'est presque gaguesque. C'est que tous les grands économistes, pardon, annoncent l'effondrement économique pour l'année prochaine ou l'année en cours. Et ils sortent tous un peu des papiers en mode 2023, le crash va arriver. Et enfin, depuis, je sais pas, 2010, on attend le crash, tu vois. Donc, ok, il y a une crise en 2012, je crois, la crise euro, si je dis pas de bêtises. Et pour le moment, on n'a toujours pas eu de crise majeure. Donc, bon, là, on rentre peut-être dans une période un petit peu compliquée, mais mine de rien, avec justement, si tu prends en compte l'IA qui est en train d'arriver, selon sa vitesse de développement, on peut peut-être éviter une crise économique majeure. Je sais pas là, enfin, ça serait un peu compliqué d'avoir vraiment tous les éléments, savoir si l'IA va pouvoir éviter une crise. Ça pourrait éviter ou accélérer grandement. S'il y a Ouais. beaucoup de gens au chômage, etc., ça pourrait accélérer beaucoup de choses. Ça pourrait précipiter des décisions politiques, voire militaires. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer effectivement politiquement, économiquement, mais l'IA pourrait aider sans doute. Voilà. Après, l'IA va toujours être checkée par des humains pendant un bon moment. C'est un peu comme il y a Elon Musk qui donnait un exemple que je trouvais intéressant, c'est quand il parlait de la voiture électrique, la voiture self-driving qui se conduit toute seule, autonome. Un jour, il a dit un truc du style, elle fait déjà, je crois, 100 fois moins d'accidents, 1000 fois moins d'accidents que les humains. Il y a quelqu'un qui lui a dit, pourquoi on la démocratise pas alors? Il a dit parce que l'humain ne sera à l'aise avec la voiture autonome que quand elle fera 1 million de fois ou 1 milliard de fois moins d'accidents que les hommes. Parce que c'est ça le niveau de transfert de technologie. Et si tu prends l'analogie, et alors d'ailleurs c'est dans l'introduction de mon bouquin, enfin un des premiers chapitres, je parle d'une guerre hypothétique qui se passerait dans les années 2040. Je m'étais vachement amusé à réfléchir à ce qui se passerait militairement avec de l'IA. Et en fait, je dis à un moment donné, je crois que tous les gouvernements sont mis d'accord pour interdire à l'IA le droit d'appuyer sur les boutons nucléaires et interdire aux robots d'IA de décider, de prendre des décisions qui pourraient impacter dans la vie ou la mort de quelqu'un. Et d'ailleurs, la guerre commence parce que une machine n'a pas écouté ce qui s'est passé. Et c'est assez drôle hein, parce que pour le coup, le début de mon bouquin, le précepte est assez proche du worst case scénario qu'on pourrait anticiper avec l'IA, où finalement c'est un peu man versus machine quoi. Mais mine de rien, ce sujet-là, il est quand même assez important, c'est-à-dire de se dire quel est le degré de sûreté qu'il faudrait qu'on ait dans l'IA avant qu'on lui donne le bouton nucléaire. Il faudrait qu'il soit infini, c'est-à-dire c'est quasiment inimaginable que dans les 510 000 prochaines années, on donne une décision de vie ou de mort à l'espèce humaine à un robot sans consultation humaine, tu vois. Il y a un exemple comme ça qui est assez connu, c'est que pendant la guerre froide, dans la crise des missiles de Cuba, il y a un des navires russes
qu'il y a eu des fausses infos sur son radar, comme si des missiles américains allaient vers Moscou. Et il y a alors je crois qu'il fallait 4 personnes pour valider la décision, 3, peu importe, mais les 2 premières ou les 3 premières ont dit oui, on balance les missiles sur New York, ou en tout cas on unload notre charge nucléaire. Et il y avait une personne dedans, le décisionnaire final, qui était un commandant russe, etc., qui s'est dit ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que les US décident de faire ça, donc j'appuie pas. Et 3 minutes plus tard, ils se sont rendus compte que c'était un faux signal. Et que c'était des oiseaux, je sais pas, une connerie qui passait sur le truc. Tu vois, ce scénario-là, c'est un scénario qui est souvent cité dans la raison pour laquelle on peut pas donner à l'IA. Parce qu'en fait, il fallait comprendre la psychologie humaine pour se dire, fallait qu'il y ait une personne qui se dise, ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut lire mécaniquement, ça n'a juste pas de sens. Et donc, je veux quand même attendre, j'y crois pas trop. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'IA dans les décisions militaires sera sans doute un des sujets les plus importants. Et d'ailleurs, un sujet qu'on n'a pas apporté, mais je pense que dans la santé, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans la santé. Je pense que c'est sans doute le milieu où on va voir les progrès les plus incroyables. C'est déjà le cas en radiologie pour la détection des cancers. Il se pourrait que dans un futur à moyen terme, soit le cancer soit réglé parce que l'IA nous a aidé à trouver des choses tellement dingues dans les traitements que c'est réglé, des molécules peut-être ou des mécanismes de chimio, soit qu'on soit juste capable de détecter les cancers tellement tôt, tu vois, ça fait 3 jours que tu as un cancer, peut-être qu'en 2 pilules, c'est réglé, quoi. Oui. Comme un peu la pilule du lendemain pour le sida. Et voilà, et moi je suis quand même assez enthousiaste à l'idée de voir ce que ça va donner dans les milieux comme la médecine. Pour le nucléaire, je me faisais la réflexion où je regardais une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais, c'est David Shapiro. Non. C'est justement un gars qui utilise l'API GPT-3 et qui fait des recherches sur les architectures cognitives, donc pour voir comment il peut faire pour faire des... Par exemple, il a fait un cas d'étude où il a fait un chatbot à mémoire infinie avec l'API d'embedding de OpenAI et en stockant toute la base de données sur Pinecone. Et il fait aussi pas mal de vidéos sur un peu de l'anticipation, qu'est-ce que ça peut être et tout. Et un point assez intéressant où je trouve, où en fait, dans le consensus qu'on a, c'est qu'on pense à une AGI, que ça va être un pouvoir centralisé. Et en fait, lui, il dit que non, ça sera probablement plusieurs AGI qui vont communiquer entre elles. Et typiquement, pour le nucléaire, si on fait le parallèle donc avec la prise de décision des faux missiles, si par exemple pour enclencher, si on délègue du coup le fait de lancer un missile nucléaire aux intelligences artificielles, est-ce que ça serait pas une bonne méthode d'en mettre 10 et du coup de faire s'il y a plus de X% des CGI qui sont OK pour lancer le missile, on le fait, et sinon on ne le fait pas. Un peu comme du coup avec des personnes humaines. Du coup, ça diminuerait ça diffuserait le risque, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en fait, je pense que c'est drôle parce que j'ai eu la discussion il y a quelques jours sur comment gérer les hallucinations dès aujourd'hui avec GPT-4. Okay. Et la solution la plus intéressante proposée à ce stade, c'est cross-checker ça avec 5 ou 6, avec Bard, Llama, GPT-5, etc. Tu poses une question, tu prends la moyenne de toutes les réponses, et en fait, tu vires tout ce qui paraît inconsistant entre les réponses, et du coup, tu vas sans doute arriver à un niveau d'hallucination plus faible. Si je te demande c'est quoi ta bio, et que GPT-4 me sort que tu as écrit pour Forbes, et que Bard me sort notre truc, etc., on va sans doute être capable de dire, ok, la partie, il a écrit des articles pour Forbes, parce que moi, c'est le cas quand je me suis cherché sur Google, il y avait écrit que j'avais été featured dans Forbes et le New York Times, je crois. Ok, cool. Et du coup, je pense que typiquement, tu demandes à GPT-4, Bard, Llama, etc., et Anthropic, et 4 ou 5 IA, et que le truc n'apparaît qu'une fois, sans doute que c'est une hallucination, tu vois. Et pour les choses vraies-faux, c'est sans doute aussi possible de gérer ça de cette manière-là, d'autant plus que je pense qu'il va y avoir des services qui vont être spécialisés là-dedans. Donc oui, je pense que ça a beaucoup de sens. Le risque là-dedans, d'avoir plusieurs AGI qui se mettent d'accord, si on parle d'AGI, c'est qu'on a intérêt à faire en sorte qu'elles soient déconnectées entre elles. Parce qu'encore une fois, si l'IA est presque consciente, et ou en tout cas qu'elle a une capacité à nous leurrer en tant qu'humains, et qu'elles sont interconnectées entre elles, elles pourraient très très bien prétendre ne pas communiquer ou se mettre d'accord, tu vois, avec les humains, et en fait le faire.
Je réfléchis parce que il y a quelque chose que tu as dit et où moi j'étais pas certain et je vois pas comment on peut en être certain. C'est le fait qu'actuellement on est à peu près sûr que l'IA sera alignée euh, avec les valeurs humaines. C'est bien ça que tu as dit tout à l'heure? C'est ce que j'ai dit? Je crois pas. Non, qu'il y aurait pas de problème d'alignement, enfin que le risque de problème d'alignement diminuerait. Et Non, ouais, je parle pas d'alignement entre l'IA et l'humain. Je parlais d'alignement entre les intelligences humaines. C'est à ça que tu fais référence, je pense. ok. J'ai pas du tout parlé Ah d'alignement oui, de l'IA. ok. Au niveau du potentiel intellectuel et du coup on Ouais, aurait. c'est ça. Ok, ok. Ok. Donc du coup, Mais c'est vrai que le terme alignement est connoté, est très ouais. connoté. Du coup, ce que j'allais dire fait plus sens parce que dans l'hypothèse où on arrive à développer que des AGI qui soient totalement alignés sur l'humain, mais qui aient du coup ces caractéristiques qui soient poussées au maximum, l'idée, ça serait en fait de trouver, de réfléchir un peu en mode, tu vois ce que c'est, ouais, la théorie des jeux. Ouais. Euh, donc de chercher l'optimal et de faire exactement l'opposé pour exploiter les faiblesses. J'imagine que ça serait quelque chose de jouable, mais dans le cas où c'est pas du tout aligné, donc du coup on ne comprendrait pas comment elle fonctionne, elle prendrait ses décisions, et elle serait quand même beaucoup plus amène de nous leurrer. Ouais, Ouais. moi, je pense que si on parle vraiment d'une AGI, on parle l'analogie de la fourmi qui parle de théorie économique, c'est à peu près pareil, hein. C'est-à-dire que si on parle vraiment d'IA, je pense qu'on sera tellement dépassé que enfin, en débattre, etc., ça sert à rien. Mais c'est ça le grand danger de ce qu'on appelle un décollage rapide. Si demain l'IA nous sort des trucs complètement improbables, à part la débrancher, je crois qu'il n'y a pas trop de solution saine, quoi. Ouais. Ouais, c'est assez. En fait, j'arrive pas à me situer émotionnellement entre l'excitation de réfléchir à des sujets comme ça et le fait que c'est quand même assez flippant. Euh, Parce que je regardais une interview là de Sam Altman et il disait qu'on a tendance à se focaliser sur le pire. Et il disait que voilà, on pense au pire dans les GI, mais en fait, on ne peut pas imaginer à quel point le monde serait magnifique si ça se passait bien, quoi, en intégrant l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as une idée de à quoi pourrait ressembler euh, le plus beau des mondes avec une intelligence artificielle? Et je pense qu'on va terminer là-dessus sur une note plutôt positive, parce qu'on a quand même évoqué des sujets plutôt fin du monde apocalyptique et voir si quel pourrait être le plus beau des mondes en fait si l'AGI est aligné et je mets des grandes guillemets là pour ceux qui nous écoutent en podcast euh, aligné avec les valeurs humaines. Alors, c'est intéressant parce que c'est précisément le sujet que je vais traiter dans mon bouquin, en tout cas que j'ai essayé de traiter dans mon bouquin. Donc j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. Alors juste au préalable, je précise que si vraiment il a dit ça, je l'ai pas entendu, c'est très flippant. Parce qu'en réalité, quel que soit alors en gros le bonheur, j'ai lu un tweet une fois qui m'a fait beaucoup réfléchir et en fait en cross-checkant et en parlant à des gens qui s'y connaissaient un peu, tout le monde était à peu près d'accord là-dessus, notamment des chercheurs. Euh, En gros, le bonheur moyen dans l'humanité depuis la nuit des temps, il est à peu près stable. Autrement dit, le bonheur, c'est quelque chose qui est chimique euh, et qui est, je vais donner une jauge hein, entre 0 et 10 par exemple. Euh, si si t'es à 6 et que demain tu gagnes 100 millions au loto et que tu as la voiture que tu veux, la femme de tes rêves, un manoir, etc., tu vas monter à 9, mais il y a de fortes chances que tu redescendes à 7 dans 3-4 ans quand tu seras habitué à tout ça. Autrement dit, euh, il y a une vraie question fondamentale qui est c'est quoi l'utopie? Parce que il y a l'utopie matérialiste, physique. Alors moi, je me considère comme un romantique. Pas dans le sens j'offre des fleurs à ma copine toutes les semaines, plus dans le sens où je pense que la vie se fait par les expériences et par le vécu. C'est pour ça que je suis très à l'aise avec le risque, euh, économique et financier en tout cas, plutôt que par les possessions matérielles. Euh, Or, souvent, quand on pense à l'utopie matérielle. C'est-à-dire, tu as tout ce que tu veux, tu es en pleine santé, on a des voitures volantes, on a des choses comme ça. Mais fondamentalement, aujourd'hui, on s'est habitué à un niveau de technologie qui était inimaginable pour des gens il y a encore 100 ans. Et pour nous, ça nous paraît normal. Tu vois, je reviens encore sur
une des choses qui me trouble le plus aujourd'hui, je pense, je trouve qu'il y a un manque de gratitude, pas de gratitude envers l'État ou etc., mais de gratitude envers notre situation actuelle dans le monde. On est dans des pays riches, on a la santé qui est gratuite, on a de quoi manger très très correctement. On est bien à un niveau qui est inimaginable. Enfin, j'avais vu ce truc-là aussi, on vit, je crois, 10 fois mieux que Louis XVI. Ouais. Ou quelque chose comme ça. Et Ben, on produit en moyenne 4000 calories par jour pour un humain donné dans l'Ouest, alors qu'on a besoin, grosso modo, en moyenne de 2000 calories par jour. On a si tu prends, il y a un bouquin que je conseille vraiment aux auditeurs, qui s'appelle Factfulness, qui montre à quel point on est dans un monde qui en fait est mieux qu'il y a 100 ans sur des choses très pragmatiques. Par exemple, la mortalité infantile dans tout le monde, je parle pas que l'Occident, elle a chuté d'autant plus dans les pays évidemment les plus pauvres. La faim dans le monde s'est effondrée. Alors c'est pas parfait, mais encore, je citerai Montesquieu qui est une de mes citations préférées, sans doute le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que il faut arrêter tout le temps de dire c'est pas parfait et aussi de dire bon c'est quand même très cool qu'on soit arrivé jusque là. Je crois que le nombre de toilettes dans les maisons individuelles en Inde, il a explosé dans les 20 dernières années. C'est un truc c'est passé de genre 20 ou 30% à 95%. L'eau pareil. Donc en fait il y a plein de choses qui vont quand même de mieux en mieux et très très bien depuis pas longtemps. Donc en fait sur l'aspect matériel, on voit bien qu'aujourd'hui nos générations, on a tout le matériel qu'on veut et pourtant on n'est pas plus heureux qu'avant. Le taux de dépression au passage chez les adolescents est en train d'exploser depuis une dizaine d'années, que je justifie pour plusieurs choses, mais à mon avis c'est un peu la dopamine gratuite des téléphones portables. D'ailleurs ça a corrélé avec l'apparition des smartphones. Et le fait qu'en fait l'aspect social qu'on a dans les réseaux sociaux est juste une moquerie de l'aspect social qu'on aurait dans la vraie vie, mais on s'en contente. Donc du coup, si tu prends les choses factuellement, parce que fondamentalement c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai écrit mon bouquin, on est dans un monde où on n'a jamais été aussi bien matériellement, et pourtant notre bonheur moyen est pas meilleur qu'il y a 50, 100, 200, 500 ans, et il est sans doute encore pire aujourd'hui qu'à 30 ou 40 ans. Donc moi, quand j'entends quelqu'un me dire oui, attends, l'IA dans 50 ans, on va avoir des voitures volantes et une espérance de vie encore plus dingue et des villes propres, etc. Je te réponds à ça. Oui, mais aujourd'hui, notre espérance de vie est déjà 20 ou 30 ou 40 ans meilleure qu'il y a 100 ou 200 ans. Cela dit, on n'est pas plus heureux qu'avant. Donc, si tu me dis demain, on aura une espérance de vie de 200 ans, des voitures volantes et le cancer aura disparu et du coup, c'est l'utopie, je suis fondamentalement pas d'accord. Parce que chimiquement, ça va rien changer, à mon avis. Et d'où la question de ce que c'est le progrès. C'est qu'est-ce qui, en fait, vers quoi on tend. Et c'est là où, en fait, selon les gens à qui je pose la question, j'ai des réponses différentes. Et c'est pour ça que sur le post que j'ai fait sur LinkedIn cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu penses que tes prédictions sont une utopie ou une dystopie? Je pense fondamentalement que pour certaines personnes, c'est une utopie et pour d'autres, c'est une dystopie. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, quel que soit le monde où on va demain, la nature humaine fait qu'on ne sera pas d'accord sur ce qui est bien ou pas bien, sauf si on est dans une dystopie à la Aldous Huxley où on prend des pilules pour oublier notre condition humaine. Et du coup, en fait, si on résume là ta théorie, c'est que l'utopie ou la dystopie n'existe pas, dans la mesure où si on cale ce concept-là sur le niveau de bonheur moyen de l'humain, vu qu'il est stable depuis 100 ans, du coup, même si le progrès technologique améliore la qualité de vie, l'espérance de vie, enfin toutes ces choses-là, eh bien, du coup, vu que le niveau de bonheur n'augmente pas, augmentera, mais de façon peut-être court terme, où ça sera tellement lissé qu'on s'en rendra pas compte, et que si c'est une dystopie, en fait, notre niveau de bonheur, on arrivera à se remettre à un niveau moyen, et du coup, que quoi qu'il arrive, on sera toujours heureux, à part si, bien sûr, on disparaît. Ben, en fait, on sera toujours au niveau de bonheur qu'on a en moyenne à peu près aujourd'hui, à peu de choses près, sauf si on triche biologiquement. Aldous Huxley, le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'on prend des pilules pour augmenter artificiellement notre niveau de bonheur, ce qui a été perçu comme par la plupart des gens comme une dystopie. Donc le débat est ouvert, hein. Peut-être que ça sera une utopie dans le futur, peut-être qu'on voudra tous avoir 9 sur 10 de bonheur et être drogué en permanence pour nier ça. Et du coup, qui pose la vraie question de c'est quoi le progrès, la limite du progrès. Pour moi, une composante essentielle de la nature humaine, il y a deux composantes, il y a les émotions et la curiosité. Donc je pense qu'on perdra, j'espère, pas notre curiosité et que du coup on deviendra une espèce interstellaire, etc. Et sur l'aspect émotionnel,
C'était la grande question que je pose sur mon bouquin. Si demain, tu, avec une app, trouves immédiatement la femme de ta vie, tu n'auras jamais de cancer, tu n'auras jamais de problème matériel, tu auras toujours tout ce que tu veux. Tu auras jamais de chagrin parce que tu vas pas avoir des proches qui vont tomber malades ou mourir. Tu es globalement d'accord sur à peu près tout avec tout le monde parce que si tu veux, il y a une théorie unifiante des choses et que tout le monde est d'accord. Et que c'est le cas pour toi et tous les autres gens que tu connais. Est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? En fait, c'est la question fondamentale que je pose dans mon bouquin. Est-ce que c'est ça vers quoi on tend et est-ce qu'on veut tendre vers ça? Moi, je laisse la question en suspens dans mon bouquin parce que ouais. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai eu un peu cette même réflexion-là il y a pas longtemps. Et t'as un truc alors je l'ai compris en voyant les chiffres de quelle est la chaîne préférée des Français, où 50% des personnes te disent que leur chaîne préférée c'est Arte, et que Arte au niveau des niveaux d'audience c'est 2% de toutes les chaînes, et que par exemple TPMP aux mêmes heures ils mangent toute l'audience, et donc du coup t'as quand même une hypocrisie dans la réponse où tout le monde va dire ah oui mais non, je pense tu sais par rapport à ce truc, c'est un peu comme le problème, c'est est-ce que tu préfères vivre ta vie comme elle est ou plutôt être shooté à l'héroïne toute ta vie, avoir un niveau de dopamine et de sérotonine au maximum. Et en fait, quand je vois comment les gens sont addicts au réseau, comment on réagit et comment on se comporte avec, je me dis que ils vont me dire que eux ce qu'ils préféreraient consciemment et rationnellement, c'est de pas être tout le temps choupetté à la dopamine, de faire des trucs, d'entreprendre, de faire des grandes choses machin, mais que la réalité c'est qu'ils sont en train de bugger devant TPMP et de regarder TikTok quoi. Parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Je pense que il y a un peu une hypocrisie là-dedans, et du coup pour faire la boucle avec Aldous Huxley, je pense que tout le monde va dire que c'est une dystopie, mais que si la réalité était comme le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est extrêmement probable que les gens se confortent dans ce truc-là et soient heureux dans ce C'est monde-là. déjà le cas en fait. Et il y a un bouquin qui est passionnant qui a été écrit en 85 du coup, qui était alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vraiment un de mes bouquins préférés pour le coup. Mais en fait, qui était la préface, c'est on est en 85, donc on a passé 1984. Qui avait raison, Orwell ou Huxley? Et en fait, il parle notamment de l'addiction à la télé, en disant aujourd'hui l'Américain moyen, donc en 85, je sais plus, c'était 6 heures par jour, enfin c'était un truc indécent. En disant en fait, en Occident, on est déjà dans le monde d'Huxley, et il prend l'exemple, je crois, de la Chine, qui à l'époque était quand même très autoritaire déjà, et qui commençait un tout petit peu à avoir sa société de surveillance, et il disait aujourd'hui la Chine, c'est en substance, la Chine c'est Orwell, et les États-Unis c'est Huxley. Donc on est déjà dedans en fait. On s'en rend pas compte, mais on est déjà dedans. Et à ça, moi, je souscris beaucoup. Mais en fait, moi, il y a une question que je pose toujours vraiment, c'est que et qui me dérange beaucoup aujourd'hui, le mot progrès. Je pense qu'il faudrait que je regarde les Google Trends, mais je pense qu'il a explosé dans son usage depuis quelques années. Tu vas avoir 20 personnes, tu leur demandes ce que c'est le monde idéal et le progrès. La plupart des réponses vont être différentes. Du coup, on a quand même ce sacré problème où tout le monde veut progresser, mais personne n'est d'accord sur ce que c'est progresser. Et ce que sera le bonheur dans ce sens-là. Et en plus, si tu mélanges là-dedans tous les gens enfin, il y a plein de gens qui projettent un monde comme ils voudraient être plutôt que comme il est, et du coup, souvent qui oublient un peu la nature humaine dans les choses là. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect du revenu universel. Plein de gens veulent que si on est tous le revenu universel, on soit tous des artistes, des ingénieurs et qu'on aille bosser pour des associations caritatives. Sauf que la réalité démontre que c'est absolument faux. Et ça, c'est un des problèmes quand tu parles avec des gens de ce sujet-là, que souvent, les gens n'ont pas passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui se passe sous la surface, donc ils vont te donner la réponse de « Ah ouais, c'est trop cool, on aura des voitures volantes et le cancer sera réglé », mais ils n'auront pas réfléchi fondamentalement, est-ce que ça ferait de l'espèce humaine une meilleure espèce? Est-ce qu'on serait individuellement et collectivement plus heureux? Et pourquoi on irait là, plutôt que dans un autre endroit? Donc, ouais, c'est des questions qui sont vraiment super intéressantes. C'est très difficile d'avoir ces discussions-là avec la plupart des gens, parce qu'effectivement, il faut avoir passé quand même beaucoup de temps à y réfléchir pour
commencer à se faire une vraie idée de se dire, peut-être que c'est pas aussi simple que des voitures volantes et des choses comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, quand tu me parles de Sam Altman qui dit, oui, on réfléchit au mal, mais pas au bien, je me dis le bien, il est capé, mais le mal, il est pas capé par contre. C'est-à-dire que le bien, pour moi, il est capé à un certain niveau où effectivement, on a à peu près le même niveau de bonheur, peut-être un peu meilleur qu'aujourd'hui. Le mal, on meurt tous. Et donc du coup, on a intérêt à avoir une sacrée asymétrie entre le best case scénario et le worst case scénario en termes de probabilité. Et donc du coup, est-ce que du coup, dans un point de vue probabiliste, c'est quoi le pourcentage de chances qu'on aille dans donc le meilleur des cas, mais donc du coup en fait en gardant, si la métrique c'est toujours le bonheur, donc de garder notre niveau de bonheur versus disparaître. Tu penses que c'est quoi du coup le ratio, ou est-ce qu'il y a des niveaux intermédiaires? Ça dépend à quel terme et ça dépend. Tu vois, on m'a posé une question il y a assez récemment sur ce que je pensais du monde dans 3000 ans. Et j'ai répondu quelque chose, notamment que Laurent Alexandre défend beaucoup, et qui est assez intéressant. C'est en fait, dans un des derniers romans d'Asimov, ils arrivent sur une planète qui s'appelle Gaïa, où tous les gens sont interconnectés entre eux. En fait, tout, la nature, les humains, la planète, en fait, la planète est vivante parce que tout est interconnecté. Et il y a enfin, tu vois, c'est prendre des décisions collectives. Si je pense à quoi sera le monde alors peut-être pas 3000 ans, mais dans 10 000 ans, ou 20 000 ou 50 000 ans, et que l'IA ne nous a pas tous tués, ce qui est pour moi non négligeable, je pense qu'on est quand même sur au moins quelques pourcents de probabilité. Enfin, l'IA ou le nucléaire ou le réchauffement climatique d'ailleurs. Je pense qu'on va tendre vers de plus en plus, évidemment, ça va commencer par des implants neuronaux qui vont être du coup de plus en plus connectés. Alors, je crois qu'Elon Musk disait, on est déjà tous connectés avec un téléphone. En fait, on a déjà tous un implant neuronal qui est juste dans notre main au lieu d'être dans notre cerveau. Mais si tu tends vers ça, ça veut dire que un jour, tu auras le vote collectif basé sur ton cerveau, sur de plus en plus de décisions. Et en fait, tu tends vers ça, vers ce qu'on appelle la noosphère, c'est-à-dire on est tous interconnectés. Et c'est un peu l'utopie communiste. Mais au niveau biologique, quoi. On est interconnectés, on est la nature une et une. Moi, ça me terrifie, mais ça me paraît pas improbable. Parce que du coup, ça veut dire que la nature et nos traits de caractère sont entièrement dilués dans la nature. C'est un peu l'utopie chinoise. Et c'est quoi le libre arbitre, du coup, dans un monde comme ça? Absolument. C'est comment l'histoire. Ouais. Ouais, je trouve ça fascinant comme sujet. Après 3000 ans, c'est cool que t'aies donné une réponse. Je pense que j'aurais pas répondu, dans la mesure où je trouve, enfin moi j'ai toujours ce spectre de l'exponentiabilité, et du coup je me dis dans 20 ans. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que 3000 ans en fait c'est tellement long et t'as tellement d'événements qui peuvent du coup faire dévier les choses à une vitesse assez dingue. Justement, l'IA, ça va tout changer dans les prochaines années, et qui aurait pu prédire il y a 3 ans que tu vois, genre si on se remet en contexte en 2019, qui aurait pu prédire le Covid? Bon, même si c'est quand même le risque numéro 1 d'extinction de l'espèce humaine actuellement, tu vois, mais il y a tellement de choses qui se sont passées qu'on n'aurait pas pu prédire, que 3000 ans. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. C'est juste en fait à très long terme. Des trucs, des thèses, ouais. Ouais, à très long terme, je pense qu'on va tendre vers un univers comme ça parce que ça me paraît être la prolongation du sens des choses aujourd'hui. Mais ça pourrait être dans 100 ou dans 100 000 ans. Ok, super. Eh ben, on va conclure là-dessus. Écoute, je te remercie. J'ai vraiment beaucoup aimé cet échange, c'était super. Et pour nous soutenir, n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et si vous êtes sur YouTube, de liker. Allez, à bientôt. Salut.